Ouais, bonjour à toutes et à tous, c'est ici Quentin Houstin du podcast Génération Canopée et j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Arnaud Collery, coach, serial entrepreneur, conférencier, ancien comédien et cinéaste, innovateur multiples facettes, connu comme un des premiers Chief Happiness Officer au monde, et oui, rien que ça. Il est également fondateur de Humanava et on verra bien ce que c'est tout à l'heure. Et voilà, en tout cas, je suis ravi de t'accueillir Arnaud, sois le bienvenu, bonjour à toi. Merci à toi, Quentin. Comment tu te sens aujourd'hui? Plutôt bien, plutôt bien. Il fait beau. On est à Bordeaux. On est revenu ici après 20 ans étranger dans une belle ville française où la qualité de vie, elle est assez incroyable, je dois dire. Peut-être l'une des meilleures au monde. Donc, et puis on démarre une nouvelle année. On sera dans un salon RH bientôt. Je fais une conférence dans quelques temps bientôt. Et puis un copain se marie en Grèce à la fin du mois. Donc ça va. Tiens donc. Ok, génial. Où en Grèce? Mykonos. Mykonos. Ok. Ça risque d'être plutôt sympa. C'est très sympa. J'y ai passé une semaine là, il y a quelques semaines. Et, Ah, ouais. et c'est franchement de chouettes endroits, assez festifs. Et je te conseille, puis on en reparlera peut-être en off si tu veux connaître des coins sympas. Ça marche. Euh, Merci. Ok, donc aujourd'hui on va parler potentiellement CHO, développement professionnel personnel, comment réinventer sa vie, bonheur au travail, happy tech peut-être, on verra. Bref, pas mal de sujets qui te correspondent, qui collent à ta peau. Mais sans plus attendre, j'ai envie de dire, qui es-tu Arnaud? Expérimentateur de vie, c'est ce que j'ai noté dernièrement sur Facebook. Ok. Je pense que en fait, c'est la meilleure manière de me décrire. Je te disais tout à l'heure, juste avant qu'on commence le podcast, que je viens de terminer un deuxième bouquin. Là, ce sera édité chez Cité Édition. Ça devrait sortir d'ici 2-3 mois. Ok. Sur la réinvention, sur comment se réinventer. Et finalement, c'est peut-être la mission de ma vie. C'est comment, c'est peut-être combien de fois puis-je me réinventer jusqu'à ma mort. C'est vraiment ce qui me fascine, tu vois. C'est chaque réinvention, il y a des trucs bien, il y a des moyens, et puis c'est pas. Et là, mais je me dis l'autre jour, enfin, qu'est-ce qu'on a, j'ai l'opportunité de m'être réinventé encore dans un nouveau métier, dans une nouvelle ville, en étant revenu en France. Qu'est-ce que j'ai la chance. C'est tellement beau. Déjà, il y a combien de gens qui ont l'opportunité de vivre à Bordeaux dans le monde? Mm. Parce que je vois ça pas avec mes yeux de français, je vois ça avec mes yeux de un peu citoyen du monde. Donc, Ouais. combien il y a d'Indiens, Bangladesh, Pakistanais qui ont la chance de voir Bordeaux, de vivre à Bordeaux. Ouais. Oh, c'est incroyable, tu vois, juste. Et puis, tu vois, 5, 6 jours par semaine, j'ai la tête à ce que je fais, comme chaque réinvention. Et puis, allez, un jour par semaine, boum, ça divague, ça rêve à la prochaine réinvention. Yes. Donc j'ai vraiment un pied très ancré ici sur ce que je fais à présent, et puis toujours un pied sur ça sera quoi ma prochaine vie, prochain boulot, prochaine réinvention. C'est ce que j'aime, c'est vraiment ce que j'aime. Ouais. C'est pouvoir vivre plein de vies, rencontrer plein de gens. Ouais. Et du coup, cette réinvention est justement ce que tu viens de me dire, là, donc c'est plus une découverte, mais comment t'es arrivé jusque-là? Comment t'es arrivé à découvrir que c'était ça, quelque part, ta mission, ou ouais, ce qui te faisait rêver, quoi, qui te fait kiffer, quoi? Peut-être à force d'écrire sur mes expériences, à force de faire des conférences ces dernières années, donc j'en fais. Donc j'ai mon premier bouquin, donc c'était en 2018 chez Larousse, et puis les premières conférences. Donc j'ai fait beaucoup de scènes, mais comme on entendra dans mon parcours, mais mes premières conférences c'était en 2014, 2015, on va dire. Ouais. Ouais. Et puis donc les bouquins, les conférences, les podcasts, chaque fois ça te permet de refléter sur ce que tu es, le fil rouge, ta trame. Et puis encore là, ce bouquin que j'ai terminé le 31 août. Encore une fois, j'ai revu ma vie, mais c'est ça, c'est vraiment ce qui me fait kiffer, c'est le fait de qu'est-ce que je suis à l'intérieur, qu'est-ce que je peux découvrir, qu'est-ce que je peux découvrir encore sur le monde, et puis sur moi, sur le monde, sur moi, sur le monde. Enfin, c'est la base du développement personnel. D'ailleurs, normalement c'est ce qu'on essaie de faire avec nouvelle plateforme Humanava, c'est qu'est-ce que tu peux apprendre sur toi et sur les autres, sur toi et en permanence. Tu vois, donc c'est peut-être encore une fois pour répondre à ta question, c'est juste à force de réfléchir sur qui je suis, puis à force d'écrire, et puis à force de donner des conseils aux autres quand ils me demandent, etc. Et moi, donc, je suis coach depuis une dizaine d'années, j'aide aussi beaucoup de gens, et chaque fois, je leur dis, c'est quoi votre trame, c'est quoi votre substantifique moelle, qu'est-ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes, c'est quoi qui vous a construit, et chaque fois que moi, je réfléchis à ce que je suis, ce qui m'a construit, c'est les diverses réinventions, et c'est les prochaines réinventions, c'est le fait que je sais que je vais continuellement me réinventer.
Et c'est le fait que tout ce que j'ai appris des divers, et finalement, ce que j'ai appris, ça n'a pas été telle ou telle expérience, on pourra en parler. Alors, il y en a qui étaient plus belles que d'autres, forcément. Mais au final, c'était juste le fait même de se réinventer, le fait de vivre dans une nouvelle ville, un nouveau métier, mais voilà, et j'espère faire ça toute ma vie. J'espère le faire encore 15, 20 fois, tu vois. Ouais. Tu vois, j'étais à Darla à faire du kite, là, il y a, je sais pas, 4-5 ans de ça. Et j'avais Ouais, rencontré une personne là, qui me disait bon, voilà, on estime à 40 ans de travail. Bon, 40 ans de travail, j'espère avoir au moins 4 vies professionnelles. Et à cette époque, non, c'était même bien plus que ça. C'était en 2015. 2015, donc oui, il y a 6 ans de ça. Et je trouvais ça l'idée assez intéressante. Je me dis, de toute façon, c'est clair, avoir qu'une seule vie, c'est tellement monotone et c'est tellement triste quelque part, en tout cas. Et puis de toute façon, avec les nouveaux métiers, toi-même, tu sais, t'es passé dans le nouveau magazine management là, qui est sorti pour cette rentrée. Et c'est vrai que c'était sur la thématique justement un peu du renouveau, des nouveaux métiers également. Et c'est vrai que quand on voit, là, je sais plus quel article il y avait, mais c'était indiqué que les nouveaux métiers de l'informatique, en gros, avec les hard skills, donc les connaissances que l'on a purement techniques, ça ne dure que 6 mois. Et donc au bout de 6 mois, swap, faut switcher. Et c'est là c'est assez exceptionnel. Donc ça veut dire qu'on est sans cesse à devoir se réinventer pour pouvoir survivre et puis vivre tout simplement et kiffer sa vie. ouais. Non, non, mais c'est exactement ça. Et si je fais le parallèle entre se réinventer son business ou réinventer sa vie, en 2014, donc moi continuellement un peu à l'américaine, tous les 5 ans, Ouais. je mets pratiquement toutes mes économies sur des super études quelque part dans le monde. Donc en 2014, je me retrouve 4 semaines à étudier dans une top business school, à ISC Business School à New York, sur le média et management. En 2012, en 2014, je refais ça à Think, à 2014 à Think, à Amsterdam, qui est une école de créativité et d'innovation. Je cherche toujours la prochaine, tu vois, je sais pas laquelle c'est la prochaine. Ouais. Et chaque fois, j'apprends des trucs de dingue. Et j'avais appris ça en 2012, c'est que jusqu'en 2008 encore, la plupart des boîtes, quand elles passaient le cap des 3-4 ans, beaucoup de boîtes pouvaient réussir de 8 à 10 ans sur un et un seul produit. Ok. En 2012, ça passait à 5 ans. Aujourd'hui, on dit maximum 18 mois. Tu peux réussir sur un produit. T'imagines? D'accord, waouh. Il y a 12 ans, tu pouvais dire 10 ans sur un produit, 12 ans si tu étais bon sur un truc. Donc les gens qui râlent contre la réinvention, c'est pas n'importe quoi. Vous êtes obligés, les gars. De toute façon, on est tous obligés. Hein, et ça c'est pour un produit et pour les personnes, maintenant, la dernière étude qui a été faite, en moyenne, toutes les grandes villes dans le monde, en moyenne, les gens, quel que soit leur âge, restent 18 mois dans un boulot. Tout âge confondu, si tu prends les grandes villes, alors je ne sais plus quel a été leur critère, mais c'est peut-être au-dessus de, je sais pas, 1 million d'habitants, etc. Donc les Londres, les Paris, 18 mois les dans un Shanghai, boulot, etc. je me permets de te couper, c'est 18 mois dans un boulot, toujours dans la même entreprise ou tu switches? Ouais, Toujours la même entreprise. d'accord, Donc là, c'était même boulot, même entreprise. ok. Mais les dernières études qui sont sorties, c'est ceux qui ont 20 ans, 22 ans, ils s'apprêtent à changer 12 fois minimum, 12 fois. Donc ça va être très dur, contrairement à mon époque, moi quand je suis sorti d'école il y a 20 ans, j'étais un des seuls qui voulait faire plein de choses différentes, etc. Et tout le monde cherchait le boulot Et ouais. qui allait lui convenir pendant 10 ans, 20 ans. Mais aujourd'hui, ça va être tout le monde pareil, tout le monde a mentionné. Ça va être très dur pour ceux qui ont besoin de stabilité. Le monde était fait pour ceux qui avaient besoin de stabilité jusqu'à maintenant. Alors ceux qui veulent pas apprendre quelque chose de nouveau, qui n'ont pas envie de s'adapter et qui veulent juste construire leur maison jusqu'à la retraite, ça va être compliqué. Et, Donc c'est tout, le monde a changé. Il faut accepter. Et puis alors, si tu adores ça comme moi, tant mieux. ouais, et du coup, comment tu vois la suite? Parce que, mine de rien, il va y avoir du forcing, parce qu'à un moment donné, bah, tout le monde va devoir se réinventer. Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'en France, avec l'éducation que l'on a, je parle de l'éducation, pas forcément de nos parents, mais plutôt l'éducation nationale, l'école, on est capable justement de se réinventer avec, voilà, avec ce qu'on nous donne? Ouais. Aujourd'hui, ça me passionne l'éducation. On a écrit à Jean-Michel Blanquer récemment d'ailleurs pour lui montrer notre. Alors ils ont répondu comme quoi ils aimaient bien le dossier. J'imagine qu'ils répondent ça à 100 000 sociétés, donc je ne sais pas où on va aller, mais au moins on a mis une mini graine Ouais. qu'on va suivre. Je pense, pour te répondre à la question, que non, on est catastrophe au niveau adaptabilité en France, catastrophe. On est, je pense, vraiment toujours un des top. On est numéro 1 mondial
pratiquement numéro 1 mondial sur les connaissances de base en littérature, en maths, en géographie, en histoire. C'est incroyable. Notre culture générale, vraiment, à mon avis, c'est à 18 ans, il y a peu de gens dans le monde qui ont la connaissance d'un Français ou d'une Française, vraiment. Mais c'est ce qui nous forme. Cette analyse générale de la société, du monde, c'est très bien. Ouais. Sauf que analyser, non, il faut être plus dans l'action, il faut expérimenter, il faut être comme en Allemagne, faire de l'apprentissage dès le départ. Même si tu es bon en classe, tu fais 3-4 heures dans une entreprise, dès que tu es 15 ans, 16 ans, je trouve ça très bien. Et puis beaucoup plus de sport. Le sport, ça te force à maintenir ta résilience mentale. Plus de sport, on est catastrophique en France. On est nul parce malheureusement, on pense qu'il y a les sportifs d'un côté, les intellos de l'autre côté. Puis en France, les intellos, c'est bien vieux. Non. Plus de sport, beaucoup plus d'apprentissage, et 3, plus d'interactivité. On est nul dans l'interactivité en France. L'autre jour, on m'a demandé d'intervenir pour une classe de Master RH dans une business school de Bordeaux, dans une école de Master RH, parce qu'ils trouvaient qu'ils n'avaient pas assez de cours sur l'humain, un Master RH. C'est assez incroyable. Et je leur dis, mais... En classe, je dis, je sais même pas pourquoi je suis là pour être payé pour être quelques heures avec vous, parce que moi, j'ai pas fait de cours de philo, je me suis barré en high school américaine à 16 ans. Mais vous avez fait quand même la philo, donc rassurez-moi, j'imagine que vous avez réfléchi sur la vie pendant 2 ans. Ben non, et tout le monde me dit, ils venaient tous d'écoles différentes, ils avaient 30 élèves, ils venaient de toute la France. Ben non, c'était des intellectuels qui venaient nous parler de Nietzsche, de Socrate, de Platon, etc. Mais il n'y avait pas d'interactivité trop, c'était juste, ils délivraient leurs cours. Alors là, zéro. Ça ne sert à rien, la philo. La philo, on a cette chance encore, ce bonheur, ces gens brillantissimes en France, mais l'interactivité, il faut toujours que les gens soient au-dessus. Ils ne sont pas, et je leur dis toujours, moi, si tu as suivi ma vie, une de mes passions, c'est de coacher les gens à parler en public. J'ai aidé quelques 1000 personnes à aider prise de parole en public. La prise de parole en public, ce n'est jamais et encore jamais les connaissances que tu as qui font faire de toi un bon orateur. C'est une seule chose, ta relation par rapport au public, la relation par rapport à l'audience. Et là, c'est quoi? C'est que les soft skills, c'est l'émotion. Qu'est-ce que tu as envie de donner? Pas qu'est-ce que tu as envie d'apprendre, non. Qu'est-ce que tu as envie de partager? Et si tu n'as pas envie de partager rien, tu vas être extrêmement nul. Donc, j'ai formé des économistes, des scientifiques, des biologistes, etc., qui chaque fois, ils veulent se battre avec moi. Non, Arnaud, dans le discours, il faut que je mette tout ça, et puis tout ça, et puis tout ça. Tu te rends compte, c'est mes années de recherche. Mais on s'en fout, gars. Si les gens ne connectent pas, c'est mieux peut-être, mais 15% de ta recherche, et qui connectent, ils vont vouloir t'entendre plus parler une fois qu'ils ont connecté. Mais Arnaud, tu veux que je sois un peu acteur? C'est pas d'être acteur, c'est de... S'il te plaît, partage ce qui est dans ton cœur, tes émotions. T'as bien un cœur, t'as bien un bio, t'es bien passionné, t'es pas un robot. Est-ce que tu es un robot? Non. Alors vas-y, mets tes connaissances d'un côté et mets ton cœur de l'autre et puise un peu dans ce truc. En France, on est vraiment des obsédés du mental, du paraître, de l'intelligence. Et donc, pour répondre à ta question, on est extrêmement mal préparé à être créatif, à être adaptable. Extrêmement mal. Enfin, j'expliquais à ma femme, en France, si tu es nul à l'école, malheureusement, en 3e, ils te foutent directement en technique. Alors, c'est très bien d'être manuel et tout, pour ceux qui le veulent. Mais il faut pas oublier, moi, je suis parti alors bon, moi, j'avais des notes correctes en 3e, donc j'ai évité le truc, mais en seconde, je m'emmerdais complètement, j'en pouvais plus. J'ai voulu fuguer, mon père a vu ça. J'ai trouvé une bourse d'études, partir aux États-Unis, en école américaine. Je dis pas que c'est mieux aux États-Unis, mais pour les créatifs, les sensibles, comme je suis, c'est beaucoup mieux. Ils acceptent ce que tu es. Là, j'avais 16 ans, j'avais des cours de psychologie pratique, j'avais des cours de sport 1 heure par jour. Donc, je m'éclatais en sport, je m'éclatais en psychologie. J'avais cours de droit des affaires, j'étais déjà intéressé par l'entrepreneuriat. Je bouffais les cours. J'avais les cours pragmatiques, et jusqu'à maintenant, je subissais l'école. Alors, c'est très bien en France si tu es un matheux, si tu es un ingénieur, si tu es un mec qui ronchonne pas et qui suit, qui est un exécutant, c'est génial. Je comprends complètement. Et malheureusement, c'est une intelligence. Moi, j'ai pas cette intelligence. Donc, c'est une certaine intelligence. Alors, c'est clair, si tu es un ingénieur, un matheux, machin, même un littéraire, c'est pas mal la France. Mais si tu es un créatif, un artiste ou un manuel, non, c'est pas un bon. Donc, malheureusement, on n'est pas adapté. Et pour s'adapter, on revient, la chose la plus importante, c'est être un créatif. Donc, si la créativité s'est mise de côté, et le sport, qui est, pour moi, je le lie à la résilience, j'ai beaucoup travaillé sur la résilience en tant que conférencier cette année, comme tu peux imaginer. Pratiquement tous mes exemples, je les trouve dans les sportifs.
C'est les gens résilients. Et en France, les sportifs, c'est des cons. En gros, je schématise. Mais vraiment, le Français de base voit un sportif comme un con. On l'admire sur le terrain de foot. Et après, quand on en parle, c'est qu'un sportif. Ça Non, change en parti, fonction du sport, quand même, je oui, trouve. quand même. T'as raison. Mais c'est vrai Et qu'il y de a des moins en sports, moins. bon, ouais, OK. Et de moins en moins. Mais quand même, il y a toujours ce truc. Aux États-Unis, n'importe qui va admirer les sportifs et les artistes en premier. En premier. Mmh. C'est-à-dire que tu as fait Harvard University, mais bon, t'es pas un quarterback. Ouais. T'es pas un avant-centre, hein, t'es pas aussi bon. T'es pas, bon, t'as pas raté ta vie, t'as fait Harvard, mais bon, c'était pas toi qui jouais au football à l'école, au Que tout le lycée. monde Ils connaît. respectent plus, donc à l'inverse, Mmh. tu vois. Et pareil, ils respectent plus les créatifs. Mmh. Donc, encore une fois, si tu veux juste suivre et écouter les profs, mais on n'est pas dans un monde où il faut pouvoir juste écouter le boss, juste écouter ce qu'on dit, puisqu'il n'y a rien de garanti. Mmh. Il n'y a plus rien de garanti. Il y a jamais eu rien de garanti dans l'histoire du monde. Quand on regarde la Covid, Jamais. Et là, plus rien. Et donc tout le monde, mais j'ose pas, mais vas-y, essaye. Cette année, par exemple, j'ai fait un truc passionnant. Euh, euh, donc j'ai été coach une résidence pendant que je montais ma start-up, là, mon énième réinvention. Il fallait bien que je vive parce que je venais des États-Unis et puis j'avais pas d'aide. J'avais une société aux États-Unis, mais comme donc j'avais pas de société en France, donc tout s'est éclaté. Tous mes événements qui étaient la première manière pour moi de gagner ma vie depuis 6 dernières années, où je produisais des gros événements dans le monde. Donc plus rien tout d'un coup, tout s'annule. Donc je me retrouve à Bordeaux et je deviens coach in résidence pour des grosses boîtes. C'est-à-dire que j'offrais une demi-journée par semaine pour les employés pour réfléchir sur leur vie. J'étais leur caisse de résonance quelque part. d'accord. C'était vraiment En mode workshop avec 5-6 collaborateurs en face de toi, peut-être plus? Non, c'était que du one-to-one. OK. Donc, et je les prenais que par des sessions de 25 minutes. Mmh. Et ils pouvaient tout me dire, tout me parler sur la vie, sur le travail. Et juste pour passer le Covid, quoi. Parce que ça a été dur pour tout le monde. Tout le monde en a pris plein la gueule, tout le monde. Qui que ce soit, pour des raisons différentes. Mmh. Et donc, j'étais juste là. Et c'était passionnant au niveau sociologique, psychologique, d'accompagner je pense surtout à cette boîte en particulier, une centaine de personnes. Et et je m'en rappelle, voilà, d'un cas. Mais est-ce que je devrais en profiter? Parce que le rêve de ma vie, ça a toujours été d'être fleuriste. Mais bien sûr, arrête, t'as 35 ans, t'as fait des bonnes écoles en plus, mais quel risque en plus. On te donne de l'argent pour la société va te donner de l'argent si tu pars, t'as des aides de l'État, mais t'as zéro risque. T'imagines, t'es aux États-Unis, t'aurais tous les risques du monde, et même tu serais américain, je te dirais fonce. Là, tu as zéro risque. De quoi oui, mais peut-être mes amis vont penser en quoi? Mais tu t'en fous, tes amis. Alice, vas-y. Et ah oui, d'accord. Pareil, une autre fille qui voulait montrer un centre d'hôtes. Ouais. Oui, mais j'ai 35 ans et puis le problème c'est que j'aurais plus de CDI, je serai entrepreneur et donc peut-être que je vais pas pouvoir acheter un appartement. Ben, je suis désolé, mais je lui dis attends alors c'est bien d'acheter un appartement, mais tu arriveras sûrement à t'acheter un appartement avant ta retraite, mais avant, je sais pas, c'est quand même pas le but de ta vie. Me dis pas que c'est pas la priorité. Bah, si à 35 ans, tous mes amis, bah, je suis désolé, moi je vois pas que c'est la priorité. La priorité, c'est de faire ce que tu aimes, de vibrer, d'être. Et si tu vas être en ayant une maison d'hôte, tant mieux. Et même si tu loues ta maison d'hôte et tu la possèdes pas, tu te feras un plan et tu posséderas ta maison d'hôte peut-être dans 10 ans. Et alors? Mais tu seras éclaté pendant 10 ans. T'imagines? Au lieu de juste posséder une baraque et te faire chier comme 90% des gens juste pour payer les traites, mais oh, je possède une baraque. Non, c'est pas ça le but de la vie. C'est de vibrer, c'est de sentir que tu t'épanouis. Plus ça va, plus j'ai l'impression que je vois ce fossé entre une partie des gens qui m'écoutent en France et l'autre partie, c'est ceux qui arrivent pas à mêler épanouissement professionnel et personnel. Et pour moi, c'est tellement semblable. Et je crois savoir pourquoi. C'est parce que bon, il y a toutes les aides, etc. On a toujours on a tellement de choses en compensation qui peuvent nous aider, mais surtout aussi que la qualité de vie est telle en France, en Espagne, en Italie surtout, qui sont les pays les plus réfractaires au bonheur au travail et au sens au travail.
les 3 pays. Mais c'est les 3 pays où la qualité de vie est tellement supérieure que, bah oui, on attend le soir, on attend le week-end, on attend les 2 mois de vacances par an parce que enfin on va s'éclater. Et donc, on peut se faire chier un peu au boulot, quelque part. Ouais, c'est ça qui est complètement dingue. Mais après, tu vois, je comprends en partie certaines personnes. Pourquoi? J'ai été salarié avant d'être entrepreneur. Pourtant, dans ma famille, il y a plein Aussi. d'entrepreneurs. Mais j'ai été salarié parce que bah, pour se prouver des choses, ok, bon, j'ai eu un bac+5, donc du coup, il fallait que je sois responsable, manager, machin, dans de grands Ouais, groupes. Donc j'ai fait de l'aéro, du BTP, de l'énergie, bref. Mais en bien. fait, alors c'était cool parce que ça m'a permis de comprendre que c'était pas ça que je voulais assez Ouais, rapidement. Mais par contre, quand j'étais dans cette case, qui je supporte pas les cases, hein, j'ai jamais été vraiment, on m'a forcé à me mettre dans des cases, mais au final, pas à l'aise du tout. Je vais dedans, mais je me forçais à faire quelque chose. Mais vu que j'étais salarié et que, mine de rien, j'avais des valeurs qui étaient telles que bah, il fallait absolument que je fasse le job et que, mine de rien, il y avait des biais qui commençaient à s'installer autour de soi, au niveau de ses amis, au niveau même de sa famille. Pourtant, des parents, je les adore, mais quand j'ai dit à ma mère, bon, bah, c'est bon, le salariat, c'est fini, c'était le 16 mars 2017, là, je monte ma boîte, elle me dit, mais attends, Quentin, tu as un bon poste, machin. Oui, mais bon, vous êtes entrepreneur depuis des années. Moi, en fait, j'ai toujours, depuis que je suis en sixième, en fait, je voulais être chef d'entreprise. Et ben, pourquoi pas le faire maintenant? Parce que là, sinon, ça va être trop tard pour moi. Mais mine de rien, j'avais ces biais psychologiques qui étaient ultra présents et difficiles d'en ressortir. Et j'ai dû toucher le fond, en fait, tout simplement, pour sortir. Et c'est ça qui est difficile, justement, malheureusement, c'est que beaucoup de gens, en fait, doivent toucher le fond pour pouvoir ouais. repartir. Non, non, mais tu touches. Je veux juste mettre une bémol. Donc, moi, je dis pas que le salariat, c'est mauvais, hein. Je Ouais. dis surtout, il faut vibrer. Il y en a qui vivent en salariat. Bien Donc, sûr, tant mieux. bien sûr. Et enfin, moi, les sociétés qui m'emploient, c'est des sociétés. Mon principal boulot jusqu'à monter cette start-up il y a quelques mois, c'était de faire du team building, de l'événementiel, des conférences pour inspirer les gens dans le monde de l'entreprise. Ouais. Donc, je suis surtout pas contre le salariat, parce que mon but, c'est de créer de la cohésion d'équipe. Moi Mais non plus, moi. chaque fois que j'allais D'accord. chaque fois que j'allais faire de la cohésion d'équipe, j'étais très transparent avec les boss. Mm. Je leur dis, dans mon discours, comme je parle de passion, effectivement, Mm. il y aura à peu près 1 à 2 personnes sur 30 qui va se dire, je suis pas à ma place. Et ouais. Il faut que je crée ma boîte. Il faut que je me bats. Il faut que je vibre. Mais par contre, ceux qui vont rester, ou en tout cas 80%, ils vont comprendre parce que la plupart des gens, je pense, sont là où ils doivent être. La plupart. Mm. La plupart. Et puis juste à un moment donné, bah tiens, je suis plus en adéquation. Et donc, il faut changer. Donc, moi, je dis surtout pas le salarié mauvais. C'est juste, il faut vibrer, il faut que tu sois. Et puis, bon, après, il y a aussi les choses à vie. Il y a effectivement, si tu as des traites à payer, des enfants. Là, j'ai une amie qui a 50 ans qui veut changer de boulot, mais elle a 2 enfants en fac. Bon, elle appelle ça le tunnel de la mort. Le tunnel de la mort, apparemment, il y a même un terme, financièrement, elle peut pas. Mm. Elle peut pas prendre un boulot où elle aura moins d'argent. Mm. Donc, il y a des choses qu'il faut respecter. Mais si on peut euh, euh, d'être dans un boulot, que ce soit en entrepreneuriat ou en auto-entrepreneur, ou salarié, ou président d'une association, peu importe, mais on a l'impression d'être à notre place, d'utiliser nos talents. Mm. Et il y en a, je leur dis, non, non, moi, il y en a qui viennent me voir, j'ai un chapitre dans mon bouquin sur l'invention, sur le fantasme. Ok. Donc il y a certaines personnes, effectivement, qui fantasment d'être entrepreneur, et en fait, ils seraient jamais heureux d'être entrepreneur, exactement pour ce que tu viens de dire, c'est qu'à un moment, tu touches le fond en tant qu'entrepreneur. Mm. Et à un moment, il faut accepter de vivre dans cette boue, dans le chaos. Les choses sont difficiles. Moi-même, je l'ai revécu dans cette nouvelle aventure qui est Humanara. Donc, il y a une plateforme de développement personnel, surtout pour les salariés dans l'entreprise, justement, où on les fait réfléchir sur tout ce qui est leadership, inspiration, soft skills, qualité humaine, compétences douces, etc., etc. Et on a déposé les statuts il y a à peu près un an, on a monté le site en avril, et entre septembre dernier et avril, mais j'ai parlé à une centaine d'investisseurs, il y en a quelques-uns qui ont investi, une centaine. Je dis, c'est pas possible. À un moment, je dis, en octobre, novembre, ça a été dur pour moi, alors que j'ai parlé de résilience, et j'en parle, et j'ai vécu je ne sais combien de réinventions, et chaque fois j'étais au fond du trou, comme tu dis, à un moment donné, et là je remonte un truc sur mes compétences, basé sur mes 10 années de coaching, de connaissance de l'humain, de connaissance de l'autre, et encore, pourtant, certains me font pas confiance, et je me dis, ouh là là, c'est dur, il faut encore une fois que je revienne puiser au fond de moi-même. Je me dis, c'est pas possible, encore une fois, il faut que je fasse.
Alors que même moi, je pensais que j'étais passé outre. Ben non, en fait, et ma prochaine réinvention, ça sera la même chose. Il y aura un moment de doute énorme. Qu'est-ce que j'ai fait? Et même quand qu'on a quitté New York il y a 2 ans, est-ce qu'on fait pas une connerie de revenir en France? Et puis après quelques mois à Paris, on a bougé à Bordeaux, c'était juste avant le Covid. Est-ce qu'on fait pas une connerie de bouger à Bordeaux? Et donc pendant quelques mois, est-ce qu'on n'a pas fait une connerie de bouger de New York en France? Donc tu as un peu de doute, ça dure 2-3 mois, puis après tu es dans la vie, tu es dans le momentum, tu crées un mouvement. Pareil, quand on est arrivé à Bordeaux, est-ce que j'ai pas fait une connerie? Tous mes copains me disent, mais t'es fou, pourquoi des copains ont regardé, mais t'es dans un village. Mes copains me disent, mais pourquoi tu t'es venu dans un village? Et puis, tu vois, avec le Covid, tout le monde m'a dit, ah, finalement, t'as pas fait une connerie. Ouais. T'es vraiment dans le meilleur endroit au monde. Eh ben, oui, nous, on avait un petit jardin, on avait de la chance. Donc, effectivement, il faut vraiment, et même si on n'aurait pas eu le Covid, on aurait été quand même content. Mais tu passes toujours par une période de chaos douce. Et pour les gens qui n'ont jamais vécu ça, c'est-à-dire qu'ils ont toujours suivi une ligne droite, l'école, le mariage, la fac, le premier boulot, peut-être un deuxième boulot, puis on s'arrête là. Effectivement, ils n'ont jamais eu peut-être la mort de quelqu'un, peut-être le divorce. Et à part ça, au niveau professionnel, ils n'ont pas eu de gros chaos. Et ça leur fait tellement peur, alors qu'en fait, comme tu l'as vécu, tu as survécu, je l'ai vécu plein de fois et j'ai survécu, mais ça passe. Et comme l'adage dit, si tu n'en meurs pas, tu deviens plus fort. C'est con, mais c'est vrai. Et donc il faut le vivre et le revivre. Et continuellement, c'est Goethe qui a dit l'homme n'a qu'une chose à faire dans sa vie, c'est mourir, apprendre à mourir et apprendre à renaître. Quelqu'un d'autre a dit récemment, je ne sais plus qui, ce dont nous devons avoir peur, c'est pas de la mort, c'est de quelque chose qui meurt en nous pendant notre vivant. Et si on regarde beaucoup de gens qu'on a connus dans notre vie, beaucoup de gens sont morts à 30 ans, 35 ans. Ils sont morts. Moi, là, j'ai recroisé des gens que j'avais pas vus depuis je sais pas combien de temps en Aveyron. Malheureusement, ils sont morts depuis 10 ans, quoi. Ils sont vivants, mais ils sont morts. Ouais, je vois très très bien. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette routine métro boulot dodo, tellement connue à Paris, mais pas que. Le but de leur vie, c'est de leur dire, je vous garantis que si vous lancez dans ce que vous voulez, changer de boîte, changer de service, l'entrepreneuriat ou l'inverse, tu peux être entrepreneur. Pour ça, j'ai des amis entrepreneurs qui étaient malheureux entrepreneurs. Je pense à un start-upper à New York que je connais. Il a planté 3 boîtes. Aujourd'hui, il est le plus heureux du monde. Là, il est en train de quitter Google pour aller à Axiom. Axiom, c'est la boîte qui, avec Elon Musk, qu'envoie des milliardaires dans l'espace. Le mec, mais il est le plus heureux du monde. Il dit, il doit se faire un paquet de blé. Il est content. Il fait partie de l'innovation mondiale. Mais voilà, il a fait sa période d'entrepreneuriat. Ça a été très dur, catastrophique. Il était en dépression, perdu tout son argent. Et aujourd'hui, voilà. Bon, on est aux États-Unis. Ils s'en foutaient qu'il avait planté 3 boîtes. En France, on te regarde un peu d'un autre œil. C'est clair. Quand tu as planté 3 boîtes. Ouais, je crois qu'aux États-Unis, la moyenne, c'est de planter 5 boîtes et au bout de la 6e, en gros, ça remplace toutes les dettes précédentes. Et donc, du coup, c'est pour ça que les banques continuent d'investir en toi. Il y a une vidéo de Steve Jobs ou Bill Gates, je ne sais plus lequel des deux, sur Internet qui trade et qui dit, et c'est une vidéo qui a 20 ans, 30 ans, les mecs ils avaient 30 ans, 40 ans, et dit, on leur demande de l'écosystème technologie en France, et dit, ah oui, ça débute, il y a des petits trucs, mais je ne sais pas comment vous pouvez réussir parce que vous considérez pas l'échec. J'ai interviewé plein d'exécutifs français. Vous savez, moi, quand je prends un exécutif, un cadre, j'aime bien quelqu'un qui a foiré 3 fois. Et qui a compris pourquoi. T'imagines, en France, il n'y a aucun patron qui va dire ça. Quelqu'un qui a foiré 3 fois, mais jamais. Et jamais. Et donc effectivement, c'est pas encourager l'échec, mais c'est que l'échec est pas grave. Mais l'échec fait partie de la vie. C'est Thomas Edison qui a dit le but de la vie, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Exactement. Hein. Quand tu regardes ce qu'il a pu faire et franchement, 10 000 tentatives pour arriver à ses fins, le Thomas Edison. Exactement. Donc, on sait, et si moi j'ai un truc à amener, c'est ça, c'est peut-être en France, avec mon humble expérience, c'est de continuer à y croire, de se sentir libre, de se sentir jamais vraiment complètement cloisonné. Même si tu l'es, tu as forcément. Hein, moi, j'ai un petit de 3 ans maintenant et j'ai mon père qui a Alzheimer. Donc forcément, j'ai plus le temps que j'avais quand j'étais jeune, ou il y a 10 ans, avant que je sois papa et puis vraiment fils responsable. C'est terminé, c'est une autre époque.
Cela dit, j'arrive quand même à m'éclater. Je monte quand même une nouvelle boîte. Et ouais. J'y vais. Je reprends des risques. Et mon oncle lui dit, mais trouve un job, t'es fou, tu peux pas, tu peux plus. C'est plus possible. Tu l'as fait trop de fois dans ta vie. Ouais. Juste casse-toi là. Il n'a pas dit casse-toi, mais casse-toi. Ça sonne un peu la même chose Ouais. presque. Ouais, Parce que pour lui, c'est inconcevable. Inconcevable. Il me dit, mais t'as trop de responsabilité. Et je lui dis, et puis en plus, moi, je vais trouver 5 heures par semaine pour faire du sport. Et 5 heures par semaine, c'est ma priorité de vie, puisque je sais que le sport engendre une meilleure résilience, une capacité mentale. Déjà, tous les gens qui veulent changer de vie, je dis, déjà, remets-toi au sport. C'est indispensable. Indispensable. Le sport, ça t'active en fait certains neurotransmetteurs qui vont tout simplement d'être déjà beaucoup plus actifs. Ça va sécréter des hormones du bonheur en plus. Ça va travailler sur ton image de toi, donc l'estime de toi, une des premières conditions du bonheur. Donc il y a tellement de choses derrière, et puis un certain cadre aussi. Donc puis potentiellement, tu peux faire du sport avec des gens. Donc du coup, tu vas pouvoir créer de nouvelles connexions. C'est juste fantastique, ouais. Et Arnaud, comment t'as fait pour arriver là? Parce que t'étais acteur à un moment donné. C'est quoi ton parcours? Parce que t'es parisien, je crois. T'es parti à New York, c'est ça, pour être acteur ou comment? Ouais. On va dire je suis presque champenois aveyronais à la base, parce que je suis né en Champagne. Ok. J'ai passé mes études en Aveyron jusqu'à 16 ans. On est parti à Paris, j'avais 6 ans. Et je quitte effectivement Paris, j'ai 16 ans, pour passer un an à école américaine. Ok. Pour je ne sais quelle raison, j'étais fasciné depuis tout petit des États-Unis et du Japon. Ouais. Et c'était mon but, de trouver le moyen. Donc j'ai trouvé des bourses, j'ai trouvé des trucs. À 16 ans, je me barre aux États-Unis en école américaine. À 19 ans, un an au Japon. Entre les deux, à 18 ans, j'essaye la bourse à Paris. Et au bout de 5 mois, je me dis, bon, là, la finance, c'est pas. J'étais très ambitieux côté fric à l'époque. Et je me dis, la bourse, réussir, tout ça. Et puis à 18 ans, en venant aux États-Unis, je dis, la bourse, c'est pas pour moi. Je repars au Japon, j'apprends l'importance des études, j'adore ça. Je rentre, je fais une maîtrise de finance à Paris quand même. Je tâtonne dans la finance de 3 ans, mais je suis pas le plus brillant des gens. Les chiffres, c'est pas vraiment mon truc finalement. Moi, mon truc, c'est ce que j'aime. C'est parler, la communication, l'interaction, sentir que j'ai de l'impact. C'est vraiment ça qui me botte. Et donc à 25 ans, je repars au Japon. À l'aventure. Je suis prêt à... Donc, si tu veux, dans mon parcours de vie, parfois, c'était très clair. C'était pour... tout au début de la vie, c'était pour faire de l'argent, mais jusqu'à 24-25 ans seulement. Mes parents ont divorcé, j'avais 25 ans, et c'était le premier choc de vie. Mon père perdait tout, il avait des sociétés, il a tout perdu. Il a failli se suicider, c'était catastrophique. Aujourd'hui, il n'a pas un copec, il vit avec la sécurité sociale chaque mois. Même là-dessus, c'est compliqué pour payer les impôts. Bref, ça a été cata pour lui à partir de 45-50 ans, mais ça a été très triste pour lui. Mais moi, grâce à ça, de voir ça très jeune, si tu veux, quelque part, ça m'a dit, bon, et lui, il était entrepreneur, tu vois, donc c'est pas pour te montrer que l'entrepreneuriat, c'est le meilleur des métiers, puisque, au contraire, il avait des très bons métiers dans le salariat, top du top, il est parti entrepreneuriat, c'est tellement cassé la gueule, il a tout perdu, ses amis, son fric, presque son amour propre, etc. Mais il va se réinventer, il refera du coaching lui-même, c'est moi qui vais le mettre vers le coaching, à un moment, il va même devenir sexologue à 60 ans, donc ça a été dur financièrement pour le restant de sa vie, mais il s'est quand même éclaté, il me dit, il s'est quand même trouvé. Il a vécu ce qu'il devait vivre. Donc, zéro regret, si tu veux. Et donc, d'avoir vu ça jeune, que tu peux tout perdre du jour au lendemain, je me suis dit, ouf, moi, je vais surtout pas aller vers le fric, etc., vers l'espèce de posséder, parce que tout peut partir du jour au lendemain. Donc, je veux vivre. Mon maître mot, c'était l'expérience, c'était, voilà, vivre. Parce que tout peut s'arrêter. Donc, aujourd'hui, ce que je possède avant tout, c'est mes expériences de vie, tu vois. Et je pense que c'est ce qui devrait quand même... En tout cas, je parle pour moi, voilà, pour les gens qui veulent vivre intensément, ce qui devrait être ce qu'on appelle la North Star, l'étoile du Nord, sur laquelle on devrait regarder. Et donc voilà, un petit peu de finance. Mes parents divorcent, je me dis que c'est pas surtout pas mon truc. Je pars à Tokyo, je travaille dans le luxe. Et puis, c'est pas vraiment moi non plus le luxe. C'est aussi superficiel. C'est pas... en tout cas... ma position quand tu as des grandes directions dans le luxe, c'est intéressant parce que voilà, tu travailles tellement haut niveau, puis tu rencontres des gens politiques et tout, ça peut être intéressant, des très hauts jobs du luxe. Mais pour moi, monter les étapes, et puis j'étais une impatience à vivre de mes émotions, et comme j'étais conscient
que je ne pouvais pas vivre par rapport au salaire. Donc, voilà, j'étais en adéquation très vite. Donc, finance, luxe, j'arrête, je reviens, j'écris des bouquins. Donc, c'était une vingtaine d'années. J'écris des bouquins qui ne se vendent pas, mais je commence à me passionner pour tout ce qui est inspiration, psychologie positive. Je fais une émission de télé sur télévision qui s'arrête au bout de quelques mois. On me dit, c'est quoi ton truc? Qu'est-ce que tu veux? Changer la vie de tout le monde? Et je parlais des mêmes thèmes que je fais maintenant, exactement les mêmes. En gros, ça fait 20 ans que ça dure. Et là, je me dis, bon, bah, finalement, je veux peut-être même arrêter la télé. Donc, je mets de côté la télé. Donc, c'est pas la finance, c'est pas le luxe, c'est pas la télé. Je peux pas vivre comme conférencier en motivation. C'est trop tôt. La France est pas prête. Et donc, je me bats et on verra. Et vraiment, je me dis, tu vois, le wanderer, c'est le chiffre, c'est le terme allemand qui désigne celui qui va sur la route sans savoir où il va vraiment. Pour reprendre l'expression de Soulage, c'est d'acheminer vers un je ne sais quoi. C'est une belle expression qui me plaît beaucoup. Et ça a quand même été beaucoup le maître mot. Avec être sur un fil, c'est vivre, le reste n'est qu'attente. Ça a été de me mettre dans différents pays, différents métiers, sans vraiment savoir ça allait durer, combien de temps, mais d'apprendre tout ce que je pouvais dans le tel métier, de me constituer une communauté, de garder en contact, de créer de belles relations, quel que soit le métier que je fais. Et c'est comme ça que j'ai fait 36 000 métiers, dont celui d'acteur à un moment donné. J'avais envie de m'essayer à la scène. J'ai passé 4-5 ans à Los Angeles. C'était très beau. J'ai fait quelques petits trucs comme des épisodes chez Gilmore Girls et puis d'autres séries américaines. J'ai fait beaucoup de stand-up comedy à l'époque. J'étais tous les soirs sur scène, un peu à un hasard de la vie, parce que j'allais justement au devant d'une de mes peurs. Tu vois, je fais du théâtre, et puis je me rends compte dans le théâtre, ce qui me fait peur, c'est de faire rire les gens, moi qui ai plutôt un look classique, et j'étais admiratif des gens qui pouvaient rire les autres, et j'en avais peur. Et je me suis dit, tiens, au lieu d'en avoir peur, est-ce que je peux pas changer? Je prends un coaching de stand-up comedy, et à la fin, tu fais une prestation au Comedy Store à Los Angeles, devant tout le monde, et je me dis, on verra si ça marche pas, bah c'est tout, je suis catastrophique, mais au moins je l'aurais fait, tu vois. Comme le bungee jumping, comme le parachute. Bon, j'ai eu très peur bungee jumping, je ne referai plus jamais de ma vie, mais je l'ai fait au moins une fois. Le parachute, j'ai fait une fois, je le referai un autre jour. Donc il y en a que tu fais une fois, mais au moins en faire le plus possible, je pense. Fumer, je l'ai fait 2-3 fois dans ma vie, mais je fume plus. J'ai pas aimé ça. J'ai essayé de crapoter à 14-15 ans, c'était pas mon truc. Et j'ai jamais fumé depuis, tu vois. Au moins, tant mieux. Mais au moins essayer, tu vois, je pense. Pas tout, mais voir si ça te plaît ou pas. Ouais. C'est ça. Et donc pour en venir à mon petit parcours, donc le stand-up comedy, par exemple, voilà, et puis les gens rient un soir. Le premier soir, putain, ça marche, il y a quelque chose. Et je me dis, bon, allez, je vais le refaire que 2 fois. Au moins, j'aurais fait ça 3 fois dans ma vie. Et je le refais 2 fois, et les gens rient encore. Et là, je me prends en jeu, boum, c'est parti. Et ça va durer 3 ans de ma vie. Grâce à ça, je vais pouvoir financer un film un peu plus tard qui, lui, va se planter la gueule. Mais c'était grâce au petit réseau, à la communauté que je m'étais créée. Je m'étais créé à Los Angeles un petit nom dans le monde de la comédie. Je passe à Last Comic Standing aux États-Unis, qui était une grande émission de comédie il y a 10 ans sur le monde de la comédie. Voilà, je fais quelques émissions américaines qui étaient vues par des millions de personnes. Donc je m'étais créé un petit nom. Et j'avais décidé à l'époque de tout risquer pour faire un film. Et puis ça s'est combiné en même temps que j'obtenais une bourse du gouvernement chinois et de la Commission européenne pour passer 1 an en Chine. On est en 2008. Et donc je me dis, bon, bah, j'ai cette bourse qui vient de tomber, je vais passer 1 an en Chine et en même temps je vais faire un film. Donc je fais un film. Et puis, bon, bah, j'ai passé 2 ans géniaux 1 an en Chine et 1 an dans le reste du monde, en Inde, au Japon, etc. Je fais un film un peu à la Borat, complètement dingue, décousu, à la manière dont j'étais sur scène, sauf que malheureusement à l'écran, ça l'a pas tellement transcrit. Et je m'éclate bien, sauf qu'on n'arrive pas à le vendre le film. Et donc là, tu vois, je suis un petit peu... Il y a toujours des cycles dans la vie, tu vois. Je suis encore au même moment, c'est-à-dire que à l'époque, j'avais 5 ans à peu près, même pas, 2008. J'avais quoi, 4-5 ans de quand j'ai réuni des fonds pour monter le film 2009. C'est ça, je crois que c'était août 2009. Ouais, c'est ça. Je faisais de la comédie depuis 5 ans, donc j'avais un petit nom. Et je lève un petit peu d'argent pour faire ce film. Et bien, et 10 ans plus tard, finalement, c'est ce qui s'est passé avec ma start-up il y a quelques mois.
Tu vois, ça fait 5-6 ans que j'ai un nom dans tout ce qui est bonheur au travail. Et donc, j'utilise mon nom pour lever un petit peu d'argent, pour monter une start-up. Pareil, il n'y a pas de garantie, mais bon, j'ai un nom dans le domaine, j'ai une légitimité et je reprends le risque. Mais pareil, j'ai des copains à l'époque, j'ai des agents à l'époque qui m'ont dit mais t'es fou, voilà, t'es un petit peu d'acteur, t'es comique, reste. Mais pourquoi tu vas te barrer en Chine faire un film? Alors tu vas t'éclater pendant 2 ans, mais c'est un gros risque. Et là pareil, j'ai la moitié de mes potes conférenciers qui me disent mais Arnaud, tu t'es créé un nom comme conférencier, comme coach. Là, tu prends plus tu fais plus autant de conférences, j'en continue, mais une par mois. Je fais une conférence par mois en entreprise. Le reste du temps, c'est sur ma startup. Ils me disent, mais encore une fois, tu te mets en danger. Ben oui, je me mets en danger. Donc, j'utilise ma légitimité pour lever un peu d'argent, pour créer une équipe autour de moi. Là, dans 20 minutes, il y a une apprenante qui va venir nous rejoindre pour créer une belle start-up, l'accélérateur de start-up où je suis basé à Bordeaux, le village by CA. Et je vais y aller à fond comme toutes mes aventures. On verra ce qui se passe. Mais se mettre en danger, il n'y a rien de mieux. Et puis chaque fois, je dis, tu découvres une telle communauté de gens qui t'aident que tu sais jamais lesquels seront là lorsque tu te réinventes dans un truc précis. Jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire que chaque fois, tu y vas. Et moi, chaque fois, pourtant, je connais la science de la réinvention par cœur, puisque je l'enseigne, je l'ai faite, j'ai coaché des centaines de personnes, et en même temps, chaque fois, c'est la vie qui revient. C'est-à-dire que chaque fois, je pense à telle ou telle personne va être avec moi quand je monte ma start-up. Et là, eh bien, toutes les personnes à qui je pensais, qui sont tous des start-upers de folie, qui ont réussi, très peu sont là. Okay. Parce que j'étais le mec, Arnaud, qui était coach conférencier, qu'on invitait dans les conférences, qu'on invitait à dîner. Ah ben non, mais Arnaud, le coach conférencier qui monte une start-up, non. Reste dans ton truc, tu vois. Ah, okay. Ils veulent pas mêler dans le truc. Et pourtant, c'est des nouvelles personnes qui sont des connaissances, juste des connaissances, ce sont pas des amis, pas des gens que tu connais bien. Et eux, ils me disent, ça a tout ton sens. Oui, tout ce que tu as fait dans la vie, effectivement, faut qu'on te finance, faut que tu ailles dans ce truc. Ça peut que cartonner pour eux. Okay. Et jamais j'aurais pensé à ces gens qui étaient des connaissances de connaissances, qui me connaissaient à peine. Et quand ils ont entendu parler, je veux t'aider, mais jamais. Et dans toutes mes réinventions, sachez que c'est une des beautés, une des magies de la réinvention, c'est que c'est jamais les gens que tu penses qui vont t'aider, qui t'aident, ou qui sont là quand tu as besoin d'eux, c'est toujours des nouvelles personnes. Et je vais remercier ces nouvelles personnes dans mon deuxième livre, là. Et même l'éditeur me disait, écoute, t'en as fait une tarte là sur les gens que tu remercies pas à chaque page, les remercier à la fin du livre, et puis c'est tout. Mais pour moi, c'est tellement important, je sais quelle est l'importance de la gratitude, de la reconnaissance, puisque moi, j'aime bien forcément quand on me dit aussi merci, t'as été Arnaud, quand je me suis inventé. J'aime bien l'entendre. Ouais, et c'est important pour les gens d'entendre que t'as été là pour inspirer, pour insuffler. Donc ouais, si on revient à mon petit parcours, j'ai finance, puis luxe, puis télé, puis j'arrête tout. J'arrête tout, je fais encore 2-3 autres trucs avant la comédie, mais bref, à 30 ans, j'arrive dans la comédie, enfin dans l'acting, puis les scénarios, je vends des scénarios, et puis dans la comédie, je réalise quelques courts-métrages, je réalise ce long-métrage qui se plante, mais du coup, donc c'était il y a une dizaine d'années, du coup, on est là. Du coup, je me remets dans tout ce qui est coaching, développement personnel, mais j'avais jamais été coach jusqu'ici. Donc, je me mets la première fois de ma vie, il y a 10 ans. Après, pendant 1 an, je me remets à la psychologie positive et je me mets à coacher des gens depuis 2011. En gros, ça fait 10 ans. Mais pendant 1 an, le film se plante en 2010 et pendant un an, je rapprends tout sur la psychologie positive, la résilience, la motivation, l'inspiration. Ça vient d'où? Ça tient à quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on continue? Qu'est-ce qui fait qu'on se met dans une carrière? Qu'est-ce qu'on fait que... Et quelles sont les bases de la réinvention, justement? Comment? Les bases de la réinvention, quelles sont-elles? Est-ce qu'il y a des patterns communs à toutes les personnes qui se réinventent ou... Alors c'est une très bonne question parce que je viens de terminer, j'ai passé l'été à réécrire sur la réinvention. Donc j'ai écrit 150 pages là-dessus. Donc j'ai passé tout l'été à essayer de recomprendre qu'est-ce qui fait que je me suis réinventé plusieurs fois, qu'est-ce qui fait que les gens qui ont fait mon événement Stand Up for Passion, qui est un événement sur la transformation, qu'on a fait sur 15 pays sur Terre. Il y a une chaîne YouTube, Stand Up for Passion. Qu'est-ce qui fait que ces 150 speakers se sont transformés? C'est des gens que j'avais pas aidé à se transformer, qui s'étaient transformés, mais que j'avais aidé à exprimer leur récit de vie sur leur transformation de vie. Donc forcément, j'ai passé des heures à entendre tout ce qui fait. Et puis les 1000 personnes à peu près que j'ai aidé à parler sur leur enjeu, et puis les
quelques 200 personnes que j'ai aidé à se réinventer, surtout depuis le Covid en France. Donc, depuis le Covid en France, j'ai monté parallèlement à la start-up plusieurs masterclass virtuelles où j'accompagnais une dizaine de personnes chaque fois, sur 2 mois, sur les étapes de la réinvention. Justement, qu'est-ce qui fait que... Donc, je peux t'en parler. Alors, il n'y a pas de méthodologie, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des principes que je retrouve chaque fois. Ça, c'est clair. C'est toujours la même chose. C'est la connaissance de soi, la connaissance de soi, la connaissance de soi. Faut savoir une chose, c'est que de règle générale, 20% des gens se connaissent. Et je te parle pas cadre ou non cadre. Non. Tout le monde. Il n'y a pas de différence pour moi. En France, il y a une grande différence entre les cadres et non-cadres. Je suis désolé, non, il n'y en a pas. Il y a aussi de gens, c'est juste des parcours de vie différents. Moi, je vois aussi de gens intelligents chez les taxis, chez les cuistots, que chez les cadres de grandes boîtes. Je ne vois pas de différence, vraiment. Donc, en France, je ne sais pas pourquoi, on voit vraiment une grande différence. Il est cadre, il n'est pas cadre, il veut passer statut cadre. Je ne comprends pas ce truc, ça m'énerve, je te jure. Non, le cuistot, il n'est pas plus con que vous, ou la maîtresse d'école, ou le mec au PTT. C'est juste un choix différent, des parcours de vie, des opportunités différentes, peut-être une enfance différente, etc. Ça me fait penser, je te me permets de te couper parce que c'est un point qui est hyper intéressant. Et la semaine dernière, j'étais à une rencontre de 5000 entrepreneurs, donc c'était du côté de Paris, avec ça s'appelait la rencontre des entrepreneurs de France. Et du coup, je termine, il y avait quelques champions olympiques, donc du coup, pour discuter avec eux, pour comprendre un peu comment ils ont été champions olympiques, moi ça m'intéresse de voir un peu comment ils y sont arrivés. Et puis après, je prends la navette pour rentrer sur le centre-ville de Paris. Et là, justement, je discute avec une nana qui est au consulat d'Algérie. On se rend compte par hasard, elle était juste dans la rangée d'à côté de moi, on discute. Et il y a le chauffeur de la navette là, qui nous écoute. Et puis j'avais un peu sympathisé avec lui, juste en rentrant, bonjour, sympa, tu vois, tu souris, normal, quoi. Et puis à la fin, je me retrouve tout seul avec lui pour m'amener en fait au dernier point. Et puis il me dit, c'est fou parce que tout ce que vous venez de dire, on était sur du dev perso, du dev pro perso, et sur des choses qui nous faisaient vibrer, et pourquoi on était là, et tout ce qui est beau dans la vie. Et là il me dit, franchement c'est génial parce que en fait vous avez mis des mots sur des choses que moi je ressentais mais je n'avais pas les mots. Et en fait cette personne était très smart, mais en fait, de par son parcours, n'avait pas forcément le vocabulaire pour pouvoir mettre les choses, mais elle ressentait, et c'est pas pour autant qu'elle était moins intelligente ou plus, mais voilà, je voulais juste reboucler avec ça parce que ça faisait sens avec mon histoire de la semaine dernière. Non, mais écoute, merci de partager cette histoire, je crois qu'elle va faire vachement sens pour tes auditeurs. Effectivement, donc il y a vraiment ce truc de différence. Donc les principes, ils sont là, c'est clair. C'est la connaissance de soi. Donc, pour la connaissance de soi, c'est très facile. Il y a quelques petites choses à faire. C'est d'aller sur Internet. Il y a quelques sites, il y a quelques tests de personnalité dont là maintenant la majorité des gens, j'espère, ont entendu parler. Bien sûr, le Myers-Briggs qu'on utilise dans les sociétés depuis belle lurette, depuis les années 1950. Donc, si vous l'avez toujours pas fait, faites-le. 2, c'est l'Ennéagramme. L'Ennéagramme, maintenant, voilà. Si vous l'avez toujours pas fait, faites-le. C'est gratuit. C'est 120 questions. Et puis enfin, on va terminer par l'ikigai. Je n'ai pas besoin d'expliquer, mais on commence. Il y a 10 bouquins en français qui en parlent. L'ikigai, c'est quoi? Cette philosophie japonaise qui dit que tu as raison d'être et ce que tu devrais choisir comme profession de foi de ta vie, en gros, c'est le mélange entre 4 cadrans. C'est quelles sont tes passions, quelles sont tes compétences, pourquoi on te paye, et enfin, de quoi tu penses que le monde a besoin. Donc, voilà, il y a quelques exercices à te faire. Ça te prend 2 jours. Et la plupart des gens, je pense, gâchent leur vie en ne prenant pas ces 2 jours. 2 jours. Le 4e exercice que je vais donner, c'est demander autour de toi des gens qui te connaissent depuis au moins 10 ans et qui ont, si possible, surtout travaillé avec toi, fait des projets. Ça peut être des amis, mais ça ne peut pas être des gens qui te connaissent que pour le fun, la fête, les dîners, ça marche pas. Non, des gens vous avez fait des projets ensemble. Alors peut-être des amis, mais au moins vous avez fait des aventures, construit des aventures. Je sais pas quoi, une randonnée avec des sponsors. Voilà. Vous avez fait des vrais projets. Alors si c'est pareil, si c'est des gens de votre famille, des gens avec qui tu as travaillé. Parce qu'il y a une dimension, fun, cool, et puis la dimension, qu'est-ce qu'on fait quand on bosse.
Donc, demandez à ces personnes qui vous connaissent depuis, si possible, 10 ans et qui ont travaillé avec vous, dans certains cadres, même si ce n'est pas des amis, encore une fois, ça peut être juste des relations. Quelqu'un qui a travaillé avec vous pendant 5 ans, vous ne l'avez pas appelé, appelez-la. Vous ne l'avez pas eu au téléphone depuis 3 ans. Écoute, on avait bien travaillé ensemble, j'essaie de me connaître, je suis à un moment, une bifurcation de ma vie. Ouais, je voudrais te poser quelques questions dans ma vie. Qu'est-ce que tu penses que vraiment sont mes forces? Vraiment, je veux que tu me le dises cash. Vraiment. Et c'est pas être gentil ou méchant. Cash. C'est quoi mes forces? C'est quoi mes faiblesses? Et bien, effectivement, il faut aller que vers des gens quand même bienveillants. Pas des cons, pas des toxiques. C'est dans une règle de la réinvention. Il faut virer les gens toxiques de sa vie, mais ça va tellement de soi. Mais bon, il faut toujours le redire parce qu'il y a toujours des gens qui restent avec des toxiques. Ça à faire en fonction du rôle de la personne qu'on a à côté de nous. Bien sûr. Mais ouais, bien sûr. En tout cas, au moins les toxiques, au moins, s'il vous plaît, ne leur posez pas des questions sur votre réinvention. Ne posez pas des questions à votre papa ou votre maman de lancer dans une start-up si eux-mêmes sont restés pendant 40 ans dans un même boulot. Ça va de soi. Ils vous aiment, mais ils peuvent pas, ils savent pas. C'est normal. Posez les questions au lieu de passer à une personne qui vous connaît bien peut-être, mais qui a pas... Donc, 1, connaissez-vous, faites tous les tests de personnalité, demandez aux gens qui vous connaissent. 2, c'est demander des conseils dans les domaines qui vous intéressent aux gens qui sont passés par là. Surtout pas à ceux, juste parce qu'ils sont proches de vous, ou juste parce qu'ils sont très intelligents, vous les connaissez, si, je peux demander, il a fait une carrière universitaire. Je me rappelle, ma mère elle m'a fait rencontrer ce mec brillantissime, mais qui était un idiot par ailleurs sur l'invention, tu vois, qui était je peux pas dire dans quoi il travaillait, mais c'était un grand patron. Et il m'a dit, non, Arnaud, il faut faire des choses de base. Non, il était idiot. Parce que le mec, il avait fait la même chose toute sa vie. Il avait monté un grand événement dans sa vie, en Bretagne, justement. Mais il avait vachement réussi, mais il était dans son petit monde. Il n'avait aucun donné conseil à un petit jeune de 24 ans, 25 ans, qui cherchait sa voie. Ouais, et qui était punchy. Ne demandez pas à des gens, surtout qui ne se sont pas réinventés. On s'en fout qu'ils soient brillants ou pas. On s'en fout qu'ils aient réussi ou pas. Vraiment. Mais qu'ils se soient réinventés déjà. Et si possible, plus d'une fois. Ouais. Ces gens vont vous la dire vrai. Tu vois mon bouquin de réinvention que je vais sortir, aux Cités Éditions, normalement. Je suis pas à l'américaine, genre tout est rose, ça va être génial. Non, je raconte les chaos dont tu parlais, les doutes. Je raconte le fait de se réveiller à 3 heures du matin quand tu changes de vie. Tu te dis, putain, mais comment je vais faire pour payer mes factures? Comment je vais faire? Je raconte ça. Donc, je donne une vision claire, transparente, honnête de ce qui se passe. Et en même temps, je dis, allez-y, c'est la plus belle des choses. Vous allez voir de quel bois va être fait. Et puis, vous allez voir surtout ce que la vie va vous apprendre. Vous allez apprendre des choses sur vous et sur le monde. On est quand même là pour ça. Il y a... qu'est-ce que c'est que ça ah oui, non, ça, c'est comme j'utilise l'ordinateur de ma femme parce que le mien n'a pas Chrome. Ok. Donc, il y a des messages pour elle. Non, c'est vraiment d'aller à fond sur ce que tu ressens avec ces principes de base. 1, connaissance de soi, fais tout, déjà. 2, pose des questions à des gens qui sont réinventés dans le domaine ou dans la ville dans laquelle tu vas te réinventer. 3, accepte dès le départ que ça va être dur. Lis tout ce que tu peux sur la résilience, tout ce que tu peux. Les sportifs, les aventuriers, les mecs qui ont grimpé les montagnes et qui sont cassés la gueule et ils sont restés 2 jours dans le froid, etc. Un de mes amis, par exemple, il est, comment il s'appelle? C'est un Anglais et c'est un aventurier et qui a fait des trucs dans le pôle Nord, l'Antarctique, je ne sais combien de fois. Et maintenant, surtout depuis quelques années, il forme tous les week-ends à Londres des gens qui veulent faire des aventures comme ça, l'Antarctique, pôle Nord, etc. Il est forme pendant... faut que tu me donnes son contact pour que je puisse aller faire ça. Mais souvent, on va le faire ensemble, j'y pense. Ouais, bah, génial. Mais j'y pense à 2 fois parce que c'est costaud, justement. Ouais, mais c'est ça qui me challenge. Si elle la prépare. Un fucking challenge. Et il m'a dit le truc le plus dur, le week-end le plus important, c'est pas le week-end, il explique bien sûr comment survivre avec la glace, la boussole, les trucs de survie, comment manger les petits trucs, comment survivre en pêchant un petit poisson, etc. Combien de temps tu peux survivre avec ton corps si t'as pas d'aide, etc. Donc ça, il parle de tout ça. Il dit le truc le plus important, c'est là où je les mets à imaginer
ce que pourrait être la pire situation Mmh. et les faire vivre cette pire situation et d'être OK avec ça avant que tu démarres. Et pour moi, il a mis le point dans le mille. C'est pour ça que la plupart des gens sont en rénovation, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'imaginer. Et si tu l'as déjà intégré dans ton corps, bah ça va. Et donc lui, ils disent, imaginez, voilà, il fait moins 40 degrés, il y a votre gant qui s'est ouvert, il y a votre combinaison qui est un peu... Vous sentez vraiment le froid. Vous sentez moins 30, moins 40, toute la nuit, il y a un vent, vous savez pas quand est-ce que l'aide venir. Essayez. Essayez même d'imaginer, vous avez peut-être un ongle là, qui va se barrer. Et ouais. Vous avez coupé alors il sait pas de complètement leur faire peur, mais quand même, il dit, voilà, il va peut-être couper 2-3 bouts de pied dans quelques jours, vous allez être sauvé, mais il y a une partie de vos membres qui va se barrer. Est-ce que vous êtes OK? Est-ce que il les fait vraiment sentir? Et là, il dit, si les gens se disent, je suis OK, je prends le risque, c'est bon, c'est parti. Et la plupart, ils vont pas perdre un membre. 90% ou 95% des gens, ça va bien se passer, ils vont rentrer, ils vont être très contents, ça va être le plus beau truc de leur vie, etc. Mais bien sûr, il y a un risque. Bah ouais, quand on monte une boîte, oui, il y a un risque. Tout le temps. Tu vois, cette petite anecdote qui n'est pas une petite, elle me fait penser à une histoire justement d'une personne qui s'appelle une aventurière française, Laurence de la Ferrière, qui est la première femme en fait au monde à avoir traversé intégralement l'Antarctique en solitaire. Et en fait, moi, j'ai pas lu son bouquin parce que j'ai pas réussi à l'avoir. Alors, peut-être qu'il est de renouveau sur Amazon, mais au moment où je voulais l'acheter, il y en avait plus. Et en fait, j'ai écouté un podcast d'elle où justement, elle disait que elle a visualisé en fait tous les problèmes qu'elle aurait pu avoir ou qu'elle était susceptible d'avoir. Et apparemment, elle se mettait même jusqu'à pleurer parce qu'elle allait vraiment dans l'émotionnel et elle vibrait et elle vivait en amont en fait de cette histoire. Et puis en fait, quand elle est arrivée sur place, certes, c'était hyper dur, comme elle a dit, c'était même encore pire que dans mon imagination, mais en fait, parce que j'avais imaginé certaines choses et certains problèmes, notamment se péter une dent parce que je suis en train de manger un bout de chocolat, mais en fait, paf, il y a une dent qui est partie parce qu'il fait froid, etc. Et en fait, elle est arrivée, mais parce qu'il y avait des vagues congelées qui n'étaient pas prévues, elle y est quand même allée toute seule, elle a traversé l'Antarctique, c'est la seule femme au monde, et je crois même que c'est la seule personne qui a réussi à le faire. Et ça, c'est juste fantastique. Mais il y a de la préparation en amont, il y a de la visualisation, il y a beaucoup de résilience en amont et pendant l'aventure. Ouais, et ça me fait penser à une nana que j'ai coachée qui s'appelle Alexa Barrier, qui est navigatrice aussi et que j'ai coachée pour TEDx Champs-Élysées Monaco il y a quelques années. Ouais. Et là, on est en discussion pour l'avoir peut-être sur notre plateforme Humanava. Yes. Et pareil, elle nous parlait l'autre jour, elle a fait le Vendée Globe. Je crois que c'était la 20e. Elle est arrivée dernière, mais quand même, elle l'a fait. Tu vois, c'était un des 20 bateaux. Génial. Et je crois que c'était Vendée Globe. Et elle s'est fait une fracture durant le Vendée Globe ou une autre traversée. Mais pendant 3-4 jours, elle a eu une fracture. Enfin, la plupart des gens, on a une fracture, on va à l'hôpital direct. Elle a vécu 4 jours avec une fracture. Mentalement, c'est tout. Il faut que j'ai les membres cassés. T'imagines cette capacité, et encore une fois, c'est parce qu'elle s'est préparée. Mais du coup, la prochaine traversée, encore plus facile. Et donc, ce qui est dur, c'est vraiment c'est pour ça que quelque part, donc, moi, c'est plus facile, effectivement, même si je suis plus vieux dans l'âge, mais c'est plus facile à me réinventer une énième fois, puisque j'ai vécu les risques, j'ai vécu le chaos. Je sais que chaque fois on en survit, et chaque fois il y a un truc canon qui arrive, ou business, ou perso, il y a un truc canon qui arrive. De toute façon, il y a des belles surprises. Il y a une jeune nana que je suis en train d'engager qui est géniale. Elle m'a demandé la stratégie. Je dis, écoute, la stratégie, c'est peut-être le cas, mais c'est pas exactement. Je suis une start-up, c'est la capacité. On va être flexible, on ne sait pas d'où ça va venir. Le plus beau client, le plus beau investisseur, je fais tout ce qu'il peut. Je crée mon entonnoir, les personnes qui seraient susceptibles d'investir ou alors susceptibles d'être nos plus gros clients, mais je le sais par habitude, ça va venir de je ne sais où. Parce que je l'ai vu, c'est chaque fois pareil. Donc tu continues, tu as une stratégie quand même, tu y vas, mais c'est juste la capacité à rebondir et de voir ce pivot et de voir cette faille, de voir cette fenêtre de tir et d'être prêt. Il y a un autre exemple sportif dont je reparlais avec un jeune start-upper de notre incubateur, on parlait de coaching, parce que tout est lié quelque part. Hein.
Coaching, moi j'adore, même si la moitié des Français comprennent pas encore malheureusement. Coaching, c'est de prendre des gens, de modéliser avec des gens qui sont un peu meilleurs que toi sur un domaine dans lequel tu rentres et qui te donnent des trucs pour accélérer. Ou alors, ils te font poser les bonnes questions qui vont faire que tu vas accélérer ton business. Ils vont t'aider à te poser les bonnes questions. C'est un peu un acupuncteur. Ils vont mettre le point. Et il y a encore des Français, ce mot de coaching, j'ai pas besoin de coaching. 100% des présidents de boîtes américains ont un coach. Ouais. Et 100% des sportifs au monde, y compris les Français, ont un coach. Ils ont un coach sportif et maintenant de plus en plus ont un coach mental. Même, tu vois, à l'INSEP, c'est une sophro qui est aussi coach, qui coach la plupart des athlètes, mais c'est indispensable. Bien sûr. Et donc même en vente. Donc je parlais à un start-upper qui me dit, il a une équipe de vendeurs et quand il leur parlait de faire des coachings d'un Américain qui est canon en vente, la moitié n'ont pas compris. On est très bons vendeurs. Il dit, non, mais vous allez en passer encore l'étape au-dessus. Ça va durer 30 minutes le matin et il ne comprenait pas. Il dit, écoutez, les gars, je vous paye cette formation. Elle est canon et vous allez être meilleur. Il me dit, mais ils ne comprenaient pas, Arnaud, je te jure, qu'ils ne comprenaient pas pourquoi j'allais leur foutre un coach. Et je ne sais pas d'où ça vient en France de penser qu'on connaît tout. Et pourquoi il faut s'entraîner, se former. Et là, je vais te reprendre un exemple sportif. Il y a, je ne sais plus si c'est Angelica Duckworth qui en parle. C'est une Américaine qui a étudié surtout les militaires, les Navy Seals et les sportifs. Qu'est-ce qui fait qu'ils deviennent Navy Seals, etc. Et elle, tu sais, c'est un terme américain qui veut dire grit, G-R-I-T. Grit, c'est presque plus que la résilience. C'est cette combination de résilience, de volonté. You get some grit, man. Et elle dit, je ne sais plus si c'est elle qui dit ou quelqu'un d'autre qui a étudié tous les militaires et les sportifs, tu en reviens toujours à ton niveau de formation quand tu es en période de stress. Les fondamentaux. Et donc, les fondamentaux. Donc, pour en revenir à l'invention, si tu t'es jamais réinventé, donc tu n'as pas vécu, tu t'es pas formé à l'invention, ou si tu n'as pas imaginé, eh ben, tu te réinventes dans un truc, tout va bien. Ah ben non, ben là je me suis réinventé en tant que preneur et l'autre il m'a pas payé, ça fait 3 mois, comment je vais m'en sortir? Ben ça arrive à tous les entrepreneurs du monde. Hein. Bienvenue dans le monde entrepreneur. On a tous des mauvaises surprises, des mauvais payeurs. C'est juste normal. C'est pas qu'est-ce qui m'arrive, c'est normal. Enfin, que tu gères cette situation. Et oui, ça va être la cata pendant quelques mois en niveau trésor. Il va falloir que tu gères. C'est comme ça. Bienvenue dans le monde entrepreneurial. Mais si tu l'as dans l'action et... si tu l'as intégré dès le départ, c'est comme dans le monde de l'entreprise. Ceux qui sont pas bons en stratégie d'entreprise, en politique d'entreprise, à parler un tel ou tel, ils vont se casser la gueule. Ils vont jamais monter en haut de l'échelle. Il faut être bon. Moi, c'est pas mon truc. Il y en a qui sont très bons là-dedans à parler. Il faut s'imaginer, si tu fais pas gaffe à ce que tu dis, ce que tu fais, tu vas jamais être c'est jamais le meilleur qui va être en haut de l'échelle dans le monde du corporate. C'est celui qui sait aussi politique d'entreprise. Donc, si t'es pas à l'aise avec les gens qui te font des trucs dans le dos, bah, tu vas jamais aller en haut de la montagne au niveau corporate. C'est pareil, il faut l'intégrer. Dans chaque domaine, que ça soit corporate, le monde de l'entrepreneur, sportif ou artiste, etc., bah, il y a Mark Manson, un Américain qui a beaucoup écrit sur la motivation, l'inspiration et l'invention, qui dit qu'il faut aller dans les domaines de se réinventer dans lesquels tu es OK de faire des sacrifices. Et lui, il prend son propre exemple. Il dit, moi, j'ai pu devenir maintenant un écrivain célèbre, très célèbre aux États-Unis, ses blogs, regarde Mark Manson, j'adore ce qu'il fait, mais son rêve, c'était pas ça. Son rêve, c'était d'être rockstar. Il m'a dit, mais pourtant, j'avais un look, pourtant, j'avais une voix, pourtant, j'étais bon quand même à la guitare à 16-17 ans. J'étais quand même pas mauvais. Et puis, j'étais un peu leader. J'avais quand même un groupe de copains qui me suivaient. Donc, quand même, merde, j'avais tout pour. Ça l'a fait chier au début des premières années de pas réussir. Donc, il s'est lancé, comme plein des milliers de personnes autour du monde, des centaines de milliers, peut-être, j'en sais rien, qui veulent devenir chanteur, rockstar. Sauf que chanteur, rockstar, ça ne garantit pas le fait de pouvoir réussir. Alors, déjà, la base, c'est faut être bon en musique, faut bien s'entendre dans un groupe, faut souvent avoir un look, une personnalité, avoir le sens de la musique, être bon sur scène. Voilà, ça c'est les fondamentaux. Mais après, il faut aussi d'autres choses comme être OK, à se faire chier, à dormir dans des hôtels miteux, à avoir 3 personnes qui t'écoutent en face. Faut être OK avec ça. Exactement. Et il dit, moi, je n'étais pas OK avec ça. Au bout de 2 ans sur la route, avec ma petite camionnette, à bouffer des sandwichs tout le temps, et puis jamais avoir 3 francs 6 sous, et d'avoir dans des concerts où il y avait 6 personnes en face, et je donne tout pendant 2 heures, et j'étais déçu.
Non, j'avais besoin que les gens m'écoutent, je voulais 200 personnes en face de moi. Non, t'es pas directement star. Donc, ça ne garantit pas de devenir rockstar, le fait de pouvoir vivre dans des hôtels miteux pendant 10 ans et de capacité à être sur une scène, il y a 3 personnes dans la salle, ça ne garantit rien. Mais il faut en passer par là. Et si t'as pas la carapace pour en passer par là, tu seras jamais rockstar. Ouais. La plupart ont vécu 10 ans comme ça, avec de la chance, avec du talent, etc. Et donc lui, il a dit, par contre, je peux me mettre 10 heures par jour face à mon ordi, même si rien ne vient, puisque tous les écrivains, ils ont le syndrome de la page blanche, et tous les écrivains te diront, tu restes quand même devant ton ordi, jusqu'à ce qu'un mot vienne et un autre. Et il y a des jours où il n'y a rien qui va sortir, où tout ce que tu sors, c'est nul à chier. Tu continues, tu reviens le lendemain. Tu le fais tous les jours de ta vie. Ouais. Quand tu as écrit, toi, tes bouquins plutôt, est-ce que tu avais une routine tous les jours de faire tant de phrases ou tant de mots ou... Ouais, non, moi j'écrivais, moi je me forçais à faire, cet été c'était 5 heures par jour, et puis le premier bouquin, voilà, peut-être 4 heures par jour pendant 6 mois le premier. Le deuxième, ça a été beaucoup plus vite parce que j'avais une échéance, j'avais un besoin. Je savais, comme j'avais plus de temps avec mon petit bonhomme de 3 ans, et puis la start-up qui recommençait en septembre, et puis j'avais du travail pour la start-up tout le mois de juillet. Bon, quelque part, heureusement qu'on était en France, et comme les gens ne bossent pas en France, donc du coup, j'avais pas trop à faire dans le mois d'août. Donc du coup, mais j'avais cette échéance. Le 1er septembre, tout repart. Yes. Donc, il fallait... Quelque part, c'est très bien quand tu as une deadline, une échéance. Et moi, en plus, je suis intense. Il y a plusieurs manières d'écrire un bouquin, mais tu l'écris en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Intense, c'est-à-dire 3 heures, 5 heures par jour, 6 heures. Ou alors, tu l'écris sur plusieurs années, 2 heures, 3 heures par jour, 2 heures, mais pas intense. De toute façon, au bout de 4-5 heures d'écriture, normalement, c'est très bon d'être bon. Très dur d'être bon. Ouais. C'est très, très dur. Donc, tu le fais 4-5 heures ou alors tu le fais 2 heures. Mais si tu peux mettre que 2 heures par jour, ça va jamais être en 6 mois. C'est pas possible. Ça va prendre, en général, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce qui est pas grave, d'ailleurs. Faut ce qu'il faut. Et puis, mais bon, moi qui aime les challenges et qui suis intense, si je me dis que j'ai 2 ans, je fais rien. Et ça, c'est parce que je me connais bien par cœur. Si je me dis que dans 2 ans, je suis au même endroit, c'est pas possible, je ne peux pas me motiver. Bon, on est les deux. Je comprends complètement. Je vois que le temps file et j'ai quelques questions que j'aimerais absolument te poser. Quelle place a, selon toi, la tech, le digital, dans le développement de soi ? Bonne question. Le premier truc qui me vient en tête, que j'utilise pas trop quand même, c'est le Quantify Self. C'est tout le mouvement aux États-Unis. Je sais pas si tu sais, ça s'appelle le Quantify Self. Je sais pas que ça s'appelle comme ça, mais je vois ce que tu veux dire. C'est se quantifier, c'est-à-dire combien. C'est vrai que j'utilisais à un moment donné, je marchais moins et je me suis remis à cette app aux États-Unis pour être sûr de faire mes 10 000 mètres par jour quand je marche. Ouais. Voilà, j'ai fait mes 10 000 mètres, c'est les 10 000 pas. Et donc, c'est pas mal pour ce genre de truc. C'est quand même pas mal pour aider la volonté. C'était un moment où j'étais entre 2 trucs, j'avais pas le temps de penser au sport, mais je savais qu'il faut un minimum, comme je sais qu'il faut un minimum pour le sport. Donc au moins si je marchais 1h30 par jour, en gros 2 heures, je sais pas ce que ça fait, tous les pas, j'étais bon. Je faisais pas de muscu, je faisais pas d'autres sports, mais au moins si je faisais beaucoup de marche, ça va. Et pour moi la marche c'est un sport comme un autre. Donc il faut juste se dépenser physiquement. Donc c'est bien pour les trucs comme ça. J'en connais plein au niveau. J'ai failli, pour tout te dire, j'ai failli monter une app sur le bonheur sortant de 2013. J'avais passé 6 mois dans un incubateur de start-up en Afrique du Sud où j'étais embauché en tant que coach, moi, à l'époque. J'étais un coach sur la créativité et la communication. J'aidais les start-up à pitcher et à communiquer. Et en sortant de ça, je me suis dit, bon, est-ce que je monte une start-up moi-même quand même? Et j'étais pas prêt, en fait. J'étais pas prêt à m'enfermer 2 ans avec des ingénieurs sans sortir, tu vois. Moi, il me fallait une obligation. Comme maintenant, j'ai moins de temps, je pouvais moins voyager. Et de toute façon, avec le Covid, tu peux plus voyager. De toute façon, je suis obligé de rester au même moment. Parfait pour moi pour monter une start-up. Ouais. Voilà. Faut toujours jouer, je pense, en termes de réinvention par rapport aux contraintes. Moi, j'aime bien jouer, tu vois, pour revenir aux
au précepte dont j'ai pas fini de te dire qu'avance, qui est vachement important, comme peut-être ce podcast. Il y a les trucs de connaissance de soi. Il y a le truc de demander des conseils de réinvention aux gens qui se sont réinventés, pas aux gens les plus brillants que tu connaisses. Aux gens qui se sont réinventés. Et surtout dans le domaine dans lequel tu veux te réinventer, ou la ville dans laquelle tu veux te réinventer, peu importe. Troisième chose, bien sûr, se créer une communauté. Se créer une communauté à l'avance. À l'avance, avant de t'intégrer, c'est-à-dire en utilisant LinkedIn, WhatsApp, tout ce que tu veux, tu te crées un groupe de gens, ce qu'on appelle aux États-Unis un mastermind. Tous les coachs aux États-Unis ont des masterminds. Pardon, tous les présidents de boîte ont des gens qui retrouvent une fois par mois, avec qui on échange. Là, moi, aujourd'hui, il faut que je me remette à la vente avec Humanava. J'ai commencé la première partie de ma vie en tant que vendeur, dans le luxe et dans la finance, mais depuis, j'étais plutôt un communicant, je n'étais pas un vendeur. Et là, je me rends compte qu'il faut que je rapprenne à vendre pour Humanava. Et donc, il faut que je me remette dans une nouvelle posture. Donc là, j'ai commencé ce matin à 11h30 à vendredi. Tous les vendredis, je vais partir un groupe de vendeurs et je leur parle. Et certains, ils ont 10, 15 ans de moins que moi, je m'en fous. J'ai pas il n'y a pas du tout d'ego. Ils se disent tous, mais qu'est-ce que je viens de foutre là? Non, moi je veux apprendre comme vous. Je me remets en ce qu'on dit en bouddhisme, with a beginner's mind, avec la tête du débutant. Et chaque fois que tu rentres dans un truc, il va avoir l'envie, la posture d'un débutant. Donc je fais comme si je connaissais rien. Alors bien sûr, j'ai appris 2-3 trucs dans mes 30 dernières années, mais comme si je ne connaissais rien. Et donc là, c'est le meilleur moment d'apprendre. Et donc ce matin, je me remettais et j'ai appris plein de trucs ce matin où je me suis remis des trucs que j'avais oubliés. Tant mieux. Donc il faut ces communautés. Donc moi, j'ai une communauté d'entrepreneurs une fois par semaine. Et même, tu as juste une petite parenthèse pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs dans notre communauté, justement. C'est important aussi de faire une communauté, de créer sa communauté pour changer de job, pour autre chose. C'est important de créer du lien. LinkedIn est un outil fabuleux pour ça, d'ailleurs. Et je t'encourage là-dessus quand je parle des salariés, je dis la même chose. Celui qui est project manager, il faut qu'il se fasse une communauté d'autres project managers dans d'autres boîtes qui sont compétitrices ou pas. Il va sur LinkedIn, il attaque 300 project managers, il dit écoutez, je suis project manager ou je suis chef du projet digital ou je suis directeur de la logistique. Écoutez, moi je vais me créer un mastermind, on se réunit une fois par semaine, une fois par mois et on s'aide. Il va se trouver 10-15 copains. Quel que soit son but, mais il faut trouver des gens et chaque semaine, sur toi, ta communauté bienveillante qui veulent te pousser dans la direction dans laquelle tu vas. Et ça, tu n'as pas du tout besoin d'être entrepreneur, quel que soit là où tu veux. Ou juste, par exemple, pour se réinventer. Parfois, avec ma femme, on est très bien à Bordeaux, mais parfois, on a en tête de mire possiblement Aix-en-Provence. Superbe coin. Je ne sais pas pourquoi, il y a 15 personnes qui sont d'Aix-en-Provence et qui sont en train de m'aider dans ma startup Humanava. Et tous, aucun ne se connaissent. Et comme je suis beaucoup les signes de la vie, et donc là, encore une fois, j'ai une conférence à Aix-en-Provence la semaine prochaine, à The Camp, c'est le truc d'innovation de Aix-en-Provence pour une plus grosse boîte de pharma de là-bas. Voilà. Donc, je sais pas. Donc, du coup, on passe pas beaucoup de temps, mais on fait partie d'un groupe Facebook, par exemple, qui s'appelle c'est un groupe d'anglo-saxons avec 5000 personnes dans le monde, Bouger à Aix-en-Provence. Ok, excellent. Donc, on suit de loin, mais j'ai un petit pas. Tu vois, j'apprends. Peut-être qu'on bougera jamais, mais c'est en ligne de mire, tu vois. C'est en ligne de mire, donc ça reste dans mon radar. Et donc j'ai plein de trucs comme ça dans mon radar en permanence. Je regarde, peut-être ça va jamais se passer, mais donc on se construit des radars, on se construit des communautés. Tout ce que j'ai fait dans tous les métiers, que j'ai changé les villes, je me suis construit. Le meilleur exemple, c'est je débarque à Los Angeles. Je connais absolument personne. Enfin, j'ai 2 copains qui sont pas dans le cinéma. Moi, mon but, c'est dans le cinéma. On est 10 000 personnes par semaine qui débarquent pour entrer dans le cinéma du monde entier. 10 000. Je sais pas si t'imagines. Donc la compétition est rude. Et donc je me dis, putain, comment je vais faire? Parce que les gens, ils n'ont pas le temps de te parler. Tout le monde, la compétition est féroce. Et puis t'as pas d'acédique du spectacle là-bas. Tu bosses pas, tu es à la rue. C'est pas la française. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Où je peux me créer ma communauté? Je cherche Los Angeles Film Festival. Bénévole. Très bien. Je vais être bénévole une fois par semaine pendant 6 mois. Alors j'avais 30 ans. Je ramenais le café, je faisais ce qu'ils me demandaient. Je ne demandais rien. Je n'avais pas expliqué que j'avais une maîtrise de finance, j'avais travaillé avec des hommes politiques, j'avais fait des trucs importants. Je ne me la ramenais pas. J'étais au même niveau qu'un mec de 16 ans, tu vois. Il y a peu de Français qui sont capables de faire ça, c'est vrai, là-dessus. Tu vois, de se remettre à niveau. Moi, j'en ai, mais t'es fou, non, je m'en fous. Mais par contre, j'ai tout appris en 6 mois.
Mais Enfin, tout appris. Je me suis créé avais ma la North communauté. Star, justement. Comment? Tu avais la North J'avais la Star. North. Ouais, Et donc, du coup, j'ai appris plein de trucs. Bah oui, c'est là les castings. Ah bah c'est là, c'est surtout les agents qu'il faut que tu vois. Ah bah tiens, là, il y a un plan. Je me suis fait plein de copains qui, la plupart, ils avaient 10, 15 mois, enfin, pas 15 ans de moins que moi, mais beaucoup avaient 5, 6 ans de moins que moi, tu sais, 22, 23 ans. Mais on est commencé au même niveau, je m'en fous. J'étais au même niveau qu'eux, tu vois. Ils venaient du fin fond du Mississippi ou du Missouri. Ils n'avaient pas mon parcours professionnel. On s'en fout, on est au même. Ils sont toujours potes avec moi. Il y en a un qui va investir dans ma pote, Russell Gubelman, qui est devenu un des rois de l'improvisation depuis Los Angeles. Voilà, on a tous commencé au même niveau et que ça soit des cours, que ça soit. Et puis aujourd'hui, bon, moi j'avais pas LinkedIn à l'époque. Hein. Il y a tellement de possibilités. Par exemple, je vais finir là-dessus. Au niveau sport, j'ai toujours été sportif, mais comme j'ai changé tellement de ville. Et le sport, ça n'a jamais été la priorité, mais ça a toujours été un truc important, vital, mais ça n'a jamais été Voilà, je suis pas un sportif professionnel. Ouais. Donc chaque fois, il fallait que je trouve des groupes sportifs. Voilà. Chaque fois. Et donc là, quand je me suis remis à Bordeaux, je connais personne. J'ai pas le temps de me faire un ami qui est en plus un ami sportif. J'ai pas le temps. En plus, avec la Covid, il y a quelques restrictions supplémentaires. Tu as quelques restrictions. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En mars, avril dernier, je me suis dit, attends, mais comment je vais créer ma communauté de sportifs? Il faut que je. Donc, qui sont mes amis dans le monde entier qui sont sportifs depuis que je connais depuis 20-30 ans? Ouais. Et donc, j'ai mis une semaine à réfléchir. J'ai trouvé les 15 plus sportifs. Et depuis, chaque semaine, j'ai ma communauté WhatsApp. Et on se donne des plans sportifs sur la santé, sur la diététique, etc., etc. Et on sait, voilà, c'est ma petite communauté virtuelle. C'est pas aussi canon d'être physique, mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai maintenant. Ouais. C'est la définition d'être entrepreneur, d'ailleurs. Être maître de son destin. Mais on peut être maître dans ça, encore une fois, au sein de l'entreprise. C'est juste, tu prends en main ce que tu veux faire. Et tu te mets les bonnes décisions, tu te crées tes rails à toi, tu y vas à fond. Donc voilà, je voulais finir sur les principes de réinvention. La communauté, apprendre tout sur la résilience, et puis prendre les premières actions. À un moment donné, allez, on se jette dans le bain. On se jette dans le bain, on y va. On dit à son boss, je veux changer de service. Je suis frustré. Je veux aller dans le service. Écoutez, je suis passionné, je veux rester dans cette boîte, mais vraiment, je veux aller dans l'autre service. Écoutez, ça va prendre 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Je veux rester avec vous. Faites-moi confiance. S'il vous plaît, mettez-moi dans le service, peut-être une demi-journée par semaine. Mais, peu importe ce que c'est. Voilà, step by step. Mais tu y vas, tu prends tes pas, tu prends des pas, tu y vas, tu plonges. À un moment donné, il faut plonger. Le nombre de gens qui réfléchissent j'attends le bon moment. There's no good timing. C'est la différence entre un Américain et un Français. C'est que le Français, il réfléchit un peu de trop. Et l'Américain, justement, lui, il y va, il est dans l'action et il passe vraiment oui. Et donc, il faut y aller. Et puis, le dernier truc que je vais dire, c'est que malgré tout ça, je parle de la résilience et tout, il ne faut pas oublier quand même, parce que je l'ai vu je ne sais combien de fois, ses passions, ses amis, ceux qui sont positifs et bienveillants, bien sûr, voilà, ses passions, ses amis et le repos. Toujours. Puisqu'il y en a tout le monde, donc, qui vont peut-être baisser dans un truc, ils oublient de se reposer, ils oublient qu'ils avaient d'autres passions. Donc moi, j'ai jamais été, pourtant je suis focus, mais j'ai jamais été dans le truc, il faut mettre tous les œufs dans le même panier. Non. Alors, tu peux ne pas avoir de plan B, c'est possible. Et certaines personnes, c'est bien d'avoir pas de plan B dans un changement, surtout en professionnel. Mais par contre, tu gardes certaines de tes passions. Je vais faire l'extrême. J'ai vu un documentaire sur Netflix l'autre jour. Le mec avait changé de boulot, ce boulot lui plaisait moyen. Sa femme, elle avait un bon boulot, et donc sa femme lui dit bon, maintenant, écoute, il faut qu'on coupe des trucs dans notre vie pour passer plus de temps en famille le week-end. Sauf que le mec, depuis 10 ans, 15 ans, il faisait du baseball avec ses copains, c'est un Américain, et c'était vital pour lui. Tu vois, avec ses copains. Perso, quoi. Il avait besoin de ça pour les dépenses physiques, c'est un mec physique, et puis pour la camaraderie. C'était pas un truc de côté. Et sa femme lui dit, écoute, c'est le baseball ou moi. Et donc lui, il fait plaisir à sa femme, très bien, mais merde, elle l'a connu parce qu'elle aimait ce mec qui était le roi du baseball dans la petite ville dans laquelle elle était. Elle aimait ce mec musclé qui faisait rire tout le monde, qui avait sa bande de potes. C'était elle qu'elle a épousé, tu vois. Et ça pourrait même chose pour une femme. Et donc le mec, il arrête. Frustré, il continue son boulot, frustré, il en peut plus. Et un jour, il va faire quoi? Il va faire un casse
faire des conneries, il va manquer d'aller en prison, un gros casse pour des centaines de milliers d'euros. Et il a recruté tous ses copains du baseball. Et à la fin, il a dit en fait, pourquoi tu as fait ce casse? Il n'avait pas besoin de 100 000 euros en plus. Sa femme gagnait bien sa vie. Ok. Il manquait cette camaraderie. C'était son besoin vital. Donc, voilà, si l'écriture, c'est votre besoin vital, ou passer du temps avec votre enfant, ne négligez pas ça, surtout. Le sport, souvent, beaucoup de gens oublient le sport. Allez voir des bons films si vous êtes un fou, un cinéphile, peu importe, mais gardez vos trucs, parce que les moments de doute, justement, vous puisez dans ce que vous aimez. Et ouais. Le docu Netflix dont tu parles, tu as le nom ou pas? Non, je peux te le retrouver, après tu pourras le donner aux gens, je l'ai pas Ouais, comme ça. c'est pour mettre tout ça, en fait, tout ce qu'on se dit, je vais les mettre dans les notes du podcast derrière. Si on peut le récupérer tout à l'heure, on le fera, quoi. Ça marche. Très bien. Question, on arrive sur les questions un peu de fin du podcast. J'aime bien poser la question de quelle est toi ta journée pseudotype, voilà, si tu as des routines du matin au soir. Est-ce que tu as des routines le matin, midi et soir? Est-ce que tu en as que le matin? Et c'est quoi, toi, une journée type d'Arnaud? Ouais. Alors, si tu veux, pour te répondre globalement, non. J'ai toujours rêvé d'avoir une routine. Et maintenant, j'ai compris que en fait, je fonctionne que par challenge. Okay. Donc, effectivement, j'ai des routines qui durent 3 mois ou 6 mois, 1 an, 3 semaines. J'ai tout le temps besoin de challenge. Mais voilà, j'ai apprécié. Maintenant que j'accepte que j'ai pas des routines, je pense que c'est canon d'avoir des routines pour des années. Je suis pas comme ça. J'y arrive pas. Mais j'ai continuellement des nouvelles routines. Par exemple, là, je me suis fait une nouvelle routine parce que j'ai un but dans 18 mois. Et physique, et mental, et business, etc. Pour une raison précise, pour une date précise, pas besoin d'entrer dans les détails, mais dans 18 mois, voilà. Ouais. Et donc, j'ai commencé il y a 3 jours, un petit cahier. Donc, effectivement, c'est une routine qui va durer 18 mois, là, qui va être sûrement la plus longue routine que j'ai jamais fait dans ma vie. Normalement, c'était plutôt 3 mois, 6 mois. Et donc là, tous les jours, tous les matins, je veux faire 3 actions au niveau qu'est-ce que j'ai pu faire pour m'améliorer sur ma santé mentale, qu'est-ce que j'ai fait pour m'améliorer sur ma santé physique, qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer mon business, qu'est-ce que j'ai fait pour m'améliorer comme coach, parce que j'aime coacher, et pour moi dans le coach, c'est ce que je fais pour aider mon petit enfant, ça rentre en 20 ans, qu'est-ce que je fais pour m'aider mes employés, qu'est-ce que je fais pour le coaching de dirigeants que je garde un tout petit peu de temps en temps, et j'aime le coaching, donc je veux vraiment que... Et puis qu'est-ce que je fais pour m'améliorer en tant que conférencier. Yes. 3 actions chaque jour. Mais une action, ça peut être juste, par exemple, en termes de conférencier, j'ai juste noté une ligne qui m'intéresse de quelqu'un qui a créé le judo, un certain Kano dans les années, je sais pas, 1870. Okay. 1870, 1910, je sais pas quoi. Et j'ai relu un bouquin là-dessus l'autre jour. Et voilà, c'est juste une ligne. Je l'utiliserai dans une conférence un jour. C'est pas grand-chose. Mais voilà, j'ai cette routine de me dire, je vais poser 3 actions et d'être conscient de ces 3 actions. Yes. Par exemple, la routine des 3 années, les 3 années passées, c'était vraiment c'est devenu une routine, si tu veux, j'annule, c'est que j'avais cette conscience de passer au moins 3 heures par jour avec mon enfant. Okay. 3 heures par jour. Et là, sur les derniers mois, comme on est compliqué avec la start-up et tout, on est dans le creux, c'est minimum quand même, 45 minutes de qualité avec mon enfant. Donc, il y allait peut-être 1 heure où je l'aide à, je sais pas quoi, faire sa douche, je l'amène à l'école, tous les matins je l'amène à l'école, mais ça, je le rentre pas dans les 45 minutes. C'est 45 minutes de qualité, c'est-à-dire, je l'écoute, je raconte une histoire, on se marre, on se fait une bagarre, ce qu'il veut, 45 minutes de qualité. Donc ça, effectivement, c'est une nouvelle routine que j'ai. Okay. Mais j'en change en permanence. Donc celle-là, je sais pas combien elle va changer. Donc là, j'ai une routine de 18 mois à noter. Et chaque fois, c'est des trucs différents. Par exemple, souvent, mes réinventions, je les connais 1 an à l'avance. Et c'est des routines qui n'ont pas été exprimées, mais c'était souvent d'apprendre tout ce que je pouvais en l'espace de 1 heure, 1 heure et demie par jour pour ma prochaine réinvention. Okay. Par exemple. Et puis, et dans le sport, j'en ai... tu vois, après, j'en ai dans le sport. Là, par exemple, après, si on décortique, mais dans le sport, cette année, entre septembre et juin, je vais faire 2 fois par semaine de la boxe. C'est ma routine que donc, c'est une routine challenge, on va dire. Voilà. Donc, c'est plus des routines, ce que je dois faire par jour, par mois, mais pas à 1 heure régulière, à un moment régulier. Je peux pas.
Ouais, je comprends. Merci pour ce partage. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir ça, ces séquençages dans une vie de plusieurs routines. C'est assez intéressant parce que mine de rien, il y a des routines qui sont pas forcément évidentes à mettre en place et pourtant qui apportent des choses à notre cerveau, à notre façon de penser, à notre façon de travailler et de fonctionner en mode challenging comme ça. Et là-dessus, et on finira peut-être là-dessus, mais il y a un très beau bouquin que je veux acheter, hein, d'ailleurs, de Tim Ferriss, Ouais. sur les meilleures routines du monde, des meilleurs entrepreneurs, mais pas que entrepreneurs, hein, corporate, aventuriers, sportifs, Ouais. sur les meilleures routines. Donc je veux l'ai acheter. lu. Je l'ai lu. En fait, c'est, je sais plus si c'est les outils des géants ou quelque chose comme ça. Euh, tr- euh, dans Tribe of Mentors, c'est un autre bouquin de lui, mais Livre. Tim Ferriss. Je vais juste regarder parce qu'il y a la semaine des 4 heures. C'est les outils des géants ou Tribe of Mentors. ouais, Tribe of Mentors peut-être. Ouais. En tout cas, les outils des géants, c'est quelques habitudes très souvent sportives, hein, peu importe, de personnalités assez remarquables de partout dans le monde, beaucoup américaines, voilà, qui ont des hobbies, des choses qui font continuellement, et c'est assez marrant et étonnant des fois. Mais ouais, je l'ai lu il y a 2-3 ans ce bouquin-là, et en effet, je le conseille également. Non, mais je vais le lire. Je vais lire ce truc. Donc, les routines, super important. On fonctionne tous différemment. Voilà ce que je peux te dire qui peut peut-être conclure le. Ok. notre Autre question. podcast. As-tu un gris-gris, une croyance que tu n'oses pas forcément le crier sur tous les toits, mais qui, toi, t'anime profondément et qui te fait avancer chaque jour? Oui, enfin, moi, j'ai cette croyance que j'ai notée sur mon sabre d'officier. J'avais 21 ans. Hein, je sais plus qui l'a dit, c'est pas moi, mais c'est être sur un fil, c'est vivre. Le reste n'est qu'attente. Alors, je sais aussi que c'est ma croyance et c'est ce qui me fait vivre. Et donc, quand parfois c'est difficile et que c'est chaotique, je dis oui, mais rappelle-toi, Arnaud, c'est aussi ce que t'aimes, c'est avoir de l'enjeu. Ouais. L'an dernier, si tu veux, en mars-avril, quand tout s'est cassé de la gueule au niveau de mes événements, hein, j'avais quand même des événements prévus de 3000 personnes, par exemple, au théâtre du Châtelet sur ce que je fais. Tout s'est cassé de la gueule, j'avais des événements à venir à Dubaï. Tout s'est cassé la gueule sur les 3 ans à venir. Et en tant que producteur d'événements inspirants, donc je faisais un événement qui s'appelait Stand Up for Passion. Et le dernier en date que j'avais fait avant, c'était décembre 2019 aux Nations Unies à Genève. Ça s'était superbement passé. Voilà, on était parti pour continuer ad vitam aeternam. Tout s'est cassé la gueule. Et j'ai quand même ramené ma femme américaine en France, disant bon, j'ai mes événements qui vont toujours continuer. Tu quittes ton boulot, et puis là, boum, badaboum. Donc c'était costaud, et en même temps, je suis nostalgique de la période mars-avril pour moi, dernier, parce qu'il y avait un vrai enjeu, si tu veux. Ouais. Je me dis, il faut que c'est là où j'ai décidé commencer à mettre les premières pierres sur cette start-up qui est sortie il y a 6 mois, Humanava, mais il y avait un vrai enjeu. Je ne pouvais plus continuer à faire des événements comme je faisais depuis 7 ans. Toutes les conférences, j'en ai eu un petit peu par distance, mais c'était rien à voir, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais par avant. Donc et j'adore ces enjeux pour moi. Ouais. Donc, tu as encore dû te réinventer une énième fois. Ouais. Comment on peut te joindre? Où est-ce qu'on peut te joindre? Donc, il y a humanava.com, arnaudcollery.com, Facebook peut-être, LinkedIn, plutôt LinkedIn. Ouais, tu peux aller Facebook. J'ai mon site ma page perso sur Facebook. Ouais. Hein. Et puis j'ai ma page Humanava sur Facebook. Il y a LinkedIn, bien sûr, hein, comme tout le monde. J'ai mon Instagram qui est Humanava tiré la ligne skills, je crois. Okay. Et sur Twitter, c'est Humanava tiré la ligne plateforme. Il y en a un, c'est Humanava skills, et l'autre, c'est Humanava plateforme. Voilà. Ok. Oui, je mettrai en tout cas tous les liens dans les notes du podcast. As-tu un dernier mot à dire à nos auditeurs? J'ai mis ça en fin de mon bouquin. Amor fati. Amor fati, c'est aimer la vie avec tout votre consentement. Aimer la vie dans tout ce qu'elle offre. C'est-à-dire dans sa beauté, mais dans ses merdes. Il y a des leçons à tirer partout. Partout, partout. Donc, amor fati. Aimer la vie pleinement. Ok. Amor fati. Merci infiniment Arnaud pour cette heure et demie passée ensemble. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Tu coupes pas directement, comme ça on... Ok. Le temps que ça s'enregistre. Allez, ciao, ciao à tout le monde. Et puis rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bravo.
Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Créez votre profil sur canopee.com, Qanopee.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être. Du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao.